Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 158 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, très simplement, 12e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bon, quelle actu quelle actu en ce moment. Vous êtes sans doute pas passé à côté du fait que notre ami Damian Lillard a été échangé, ça y est, c'est fait. Lillard ne va donc pas à Miami comme on pouvait s'y attendre, ou comme lui d'ailleurs pouvait l'espérer depuis pas mal de temps, mais donc Lillard s'en va du côté de Milwaukee. Bon, voilà, un peu surprise pour tout le monde, mais ouais, ça va plutôt, ça va sans doute un peu modifier nos plans. Donc aujourd'hui, on reste tout de même sur la C-Lab, puisque c'est l'épisode qui était prévu, et puis ce soir, je vais essayer d'enregistrer quelque chose sur cet échange de Damian Lillard. Ça peut valoir le coup de s'arrêter quelques minutes, ou un peu plus que ça, format Basket Lab, de s'arrêter sur cet échange, parce qu'en effet, il y a plein de choses à dire. Donc, il est probable que demain, ou alors après-demain, on ait un épisode sur Damian Lillard, mais bref, on s'égare. Avant ça, en tout cas aujourd'hui, le temps qu'on prépare tout ça de notre côté, cet épisode sur l'échange, aujourd'hui, 12e numéro de la C-Lab. Et donc, la C-Lab, évidemment, un petit jeu de mots pour la C-Lab, le top 100 C du Basket Lab, évidemment. Et le principe est simple, on a une playlist d'une centaine de noms, on prend 5 noms au hasard à chaque fois, on en discute et on les rajoute au classement. Et donc, actuellement, nous avons un top 55. Et à la fin de 7 épisodes, 12 x 5, nous aurons un top 60. Et donc, pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui, puisque vous le savez sans doute, c'est un top 100 participatif, avec plein de mondes de médias différents, et bien aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un nouvel invité sur le Basket Lab, et cet invité, vous le connaissez sans doute, c'est Benjamin Moubèche. Benjamin, évidemment, du média L'Analyste, que vous connaissez d'ailleurs probablement, et puis Benjamin qui est aussi du média de Basket Session, avec le podcast, et de Reverse, évidemment, la même entité. Et donc, on poursuit notre série de Ben, puisqu'on a eu, il y a 2-3 épisodes, Ben de Dunk Hebdo, on a eu Ben la dernière fois de QI Basket, et donc aujourd'hui, Benjamin de l'Analyste, Reverse et Basket Session. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 12e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre série, la C-Lab, ce top 100 des joueurs de 2023, avec encore une fois un nouvel invité. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Benjamin Moubèche sur le podcast. Comment ça va, Benjamin ? Bah écoute, ça va super, et toi ? Ça va, mais là on est sur une série de Ben sur la C-Lab qui est assez impressionnante. Je crois que c'est le 3e en 4 épisodes. On a eu Ben de Dunk Hebdo, Ben de QI Basket, et donc là Benjamin Moubèche de Reverse et du coup j'ai un trou évidemment de Basket Session, bien sûr, excuse-moi. Voilà, c'est ça, les deux vont ensemble. Mais bon, voilà Ben, en même temps, quel nom magnifique, pourquoi ne pas le partager au monde ? Tout à fait. Là, c'est une grosse récurrence en ce moment. Benjamin, vous connaissez sans doute aussi beaucoup de l'analyste. Mais là, c'est surtout sur Basket Session où vous avez un rythme assez très très élevé avec ce qu'il fallait retenir un peu tous les matins, où c'est des mini-podcasts, des podcasts quotidiens pour l'actu. De durée normale, voilà, qui sont pas comme le Basket Lab. Exactement. Beaucoup de podcasts, beaucoup de live aussi un petit peu là, avec la Coupe du Monde qui se prépare. Donc on est un peu hyperactif comme tu dis, mais c'est vrai que on est dans des formats plus courts, autour de 20 minutes, plutôt que 1h30 comme ici, quoi. Oui, encore ça peut aller plus ici malheureusement. mais non, on aime ça justement. Ton actu aussi, c'est que y a une grande nouvelle qui est tombée, que tu nous as annoncé il y a quelques temps, c'est que tu pars vivre aux États-Unis. Ouais, voilà, exactement.
pour moi, actuellement, c'est un peu le centre de ma vie, l'organisation de tout ça. Mais voilà, je vais partir à San Antonio pour suivre la première saison de Victor Wembanyama et puis évidemment Sylvie Sissoko et tous les joueurs qui sont autour. Et voilà, gros step pour moi, je vais pas mentir. Aventure assez excitante et écoute, j'ai hâte, tout simplement. Oui. Tu vas être le Brian de Windhorst de Wembanyama, ce que lui a été pour LeBron James, peut-être. J'aimerais bien en vrai. Mais bon. Bah, c'est l'objectif. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, je sais pas si je resterai si longtemps que lui avec Wembanyama, quoi, mais bon. Et si je serais aussi matrixé que lui avec LeBron. Mais bon, ça, on verra bien. Bon, on te le souhaite en tout cas. Et, pardon, pour ceux qui n'ont pas la référence, Brian Windhorst, jeune journaliste à l'époque qui a été assigné par ESPN pour LeBron James, en fait, très, très simplement. En marquage individuel, on peut dire. Mais voilà pour Benjamin. On te souhaite bonne chance évidemment à San Antonio. Merci Comme on disait beaucoup. hors antenne, c'est bien parce que du coup, tu vas pouvoir te loger mieux que si tu avais dû payer des loyers à Los Angeles ou New York. Non, ça c'est clair. Mais voilà, donc Benjamin, et puis donc merci d'avoir accepté cette invitation évidemment pour la syllabe, ce top 100 de 2023, mais surtout top 100 participatif avec plein de monde de plein de médias différents. On a parlé QI Basket, Dunk Hebdo, du coup évidemment j'oublie. Bon voilà, maintenant Reverse Magazine et Basket Session, etc., etc. Et donc aujourd'hui, avant de passer à la QV du jour, on a déjà un top 55. Donc, est-ce que tu as des remarques sur le classement actuel? Alors, quelques-unes, effectivement. Après, voilà, c'est aussi le jeu d'un classement participatif, c'est qu'on a beaucoup de visions différentes et que chacun apporte ses propres biais. Moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est quand j'ai essayé de classer mes gars, généralement, je me posais la question, est-ce que je le mets plus haut, plus bas que tel gars, tel gars? Oui. Par exemple, j'ai eu du mal à me dire, Jeremy Grant, par exemple, qui est en 44, je trouve qu'il est un peu bas. Et du coup, j'ai certains gars que j'ai placés potentiellement un peu au-dessus de lui, alors que dans ma tête, ils sont en dessous de lui, mais du coup, au-dessus des mecs qui sont au-dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui. Voilà, c'est un peu particulier. Scotty Barnes, c'est en 36, que je trouve un petit peu haut, par exemple, aussi. Et puis après, voilà, quoi, c'est... À part ça, en vrai, je trouve le classement assez cohérent. Il y a peut-être quelques trucs, par exemple, DeRozan que je mettrais au-dessus de Zach LaVine. Mais c'est des mini-trucs, finalement. Ça, c'est une place de différence. Et après, sinon, le top 10, en vrai, je le trouve assez cool, assez bien construit. Donc, dans les hauteurs, ça va, mais en bas, là où c'est plus compliqué de jauger, je trouve ça... voilà, en tout cas, moi, j'aurais fait les choses différemment. Oui, ben moi aussi, mais c'est le principe de la démocratie sur le Basket Lab. Malheureusement, effectivement. Non, mais alors après, ce qui est bien, c'est que si tu parles de DeRozan et Zach LaVine, si on est à une, deux ou trois places de se dire on peut les changer, c'est qu'on est dans la même zone et que c'est un peu pareil, quoi, finalement, selon les sensibilités. C'est ça. Mais c'est vrai que sur le top 10, moi je voulais un peu te questionner. Le fait que James Harden soit aussi haut, par exemple, ça te choque pas? Bah, pas tant que ça, déjà parce qu'il est devant Trae Young et Donovan Mitchell, et je trouve que c'est à peu près la range dans laquelle je l'aurais mis. Ouais. Et parce que si on prend en compte toute sa saison, certes, il y a des playoffs qui sont quand même assez incriminants, parce que voilà, sur les matchs qui comptaient, il s'est un peu effacé. Maintenant, sur la saison régulière, il a quand même été assez exceptionnel. Je pense que c'est le joueur que j'aurais eu le plus de mal à classer, parce qu'il y a un peu de visage. Donc voilà, en 8, ça me choque pas. Peut-être que j'aurais mis d'autres gars devant, pareil, tu vois, Paul George, par exemple, peut-être que j'aurais mis devant James Harden. Ouais. Jamal Murray, je sais pas exactement. Mais voilà, en 8, autour de Trae Young, Donovan Mitchell, je trouve que c'est à peu près sa zone. Donc moi, ça me pose pas de problème, non. C'est vrai que la question, c'est aussi par rapport à Paul George, qu'on n'arrête pas de se poser la question de est-ce que finalement, après c'est des questions de pondération, mais est-ce que finalement le côté défensif de Paul George est plus jeu sans ballon, moins de compromis? Finalement, si tu te poses la question ou tu pondères un peu différemment, est-ce que ça peut pas être au-dessus de ce groupe de James Harden, Trae Young? Moi, je l'aurais mis au-dessus. Ouais. Effectivement. Ça peut s'imaginer, avec une fourchette haute qui va au-dessus de James Harden. Et Anthony Davis, d'ailleurs, la dernière fois, on a hésité, Anthony Davis, est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous de Tatum? Qu'est-ce que ça te choque pas non plus? Bah, ça, c'est pareil, c'est un cas qui est un peu compliqué parce que en soi, quand il joue, il n'y a pas de problème, on peut complètement le mettre dans le top 5. Le problème, c'est combien de fois il joue. Maintenant, je sais pas, parce que Tatum, quand même, c'est un mec que j'ai envie d'avoir dans le top 5 final. C'est un mec que je trouve vraiment particulièrement fort. Donc, entre les deux, je pense que c'est pareil, c'est un peu le même tiers. Ouais. Maintenant, Davis, ouais, si on prend vraiment en compte le facteur blessure, disponibilité, etc., je sais pas exactement où je l'aurais mis. J'ai un peu de mal à jauger, tu vois.
Donc là en 6, ça me dérange pas. Mais c'est un peu pareil, j'aurais pu le voir 2-3 places plus bas éventuellement, si on prenait un peu plus en compte le facteur blessure et le facteur disponibilité. Plus haut, c'est compliqué. Ça se tape avec Jason Tatum, mais voilà. Le problème, c'est qu'il faudrait que, en vrai, pour chaque nom, on ait une fourchette plus 3 ou moins 4 selon l'éventail des possibilités, mais ça serait illisible. Donc, après, c'est ça qui est bien dans le classement, c'est que des fois, on prend position et qu'il y a ce côté fun aussi. Hein. En Basket Lab, on aime bien être fun, pas que se prendre la tête, même si on le fait souvent. Mais bref. Ok, alors je note pour tes remarques, je pense qu'on fera des ajustements, effectivement, notamment Jeremy Grant, ça revient assez souvent au final. Scottie Barnes aussi, on verra ça quand on ajustera avec un épisode spécial peut-être au niveau reclassement. Et puis, oui, la playlist où j'ai à peu près une centaine de noms, mais il y a certains noms que je n'ai pas dans cette playlist. Est-ce que toi, il y a des noms dans le Best of the Rest que tu aimerais voir intégrer la playlist et donc le classement in fine? Dans les faits, je vais pas te mentir, je pense que je dirais plusieurs noms à la base, mais parce que j'ai pas envie de non plus tergiverser pendant 40 ans et que je suis sûr que d'autres gens auront envie de faire monter des gens. Moi, j'ai posé mes yeux sur un chouchou, on va dire, qui est Devin Vassell, que j'aimerais bien intégrer dans le top 100, parce que je trouve que déjà, il a fait une saison plutôt honorable, et parce que aussi, bah, tout simplement, puisque je pars à San Antonio, j'ai envie de rep un peu un gars. J'aurais pu faire monter quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est le mec que j'avais envie de faire monter en l'occurrence. Parce que, mine de rien, je sais pas, je suis assez convaincu par le gars. Ça me choque pas qu'il soit pas dans la pré-liste, mais en tout cas, j'ai bien envie de le voir dans le classement. Si tu devais un peu décrire son profil ou pourquoi est-ce que pour toi il a été valuable, tu dirais comment? Bah, après, c'est toujours compliqué de jauger vraiment un joueur dans une équipe qui est en reconstruction comme les Spurs. Donc ça, enfin voilà, sur l'impact collectif, c'est un peu compliqué. Maintenant, je pense que c'est quand même un vrai shooter. J'ai toujours du mal à utiliser le mot élite, mais on n'est pas loin de ça en termes de vraiment tir à 3 points, catch and shoot, en termes de shot making de manière générale, en termes de gravité, même tout simplement pour les Spurs. C'est vraiment devenu peut-être l'attaquant principal du système des Spurs cette année. Donc c'est là-dessus qui me convainc pas mal. Après ça, j'ai envie de dire que voilà, c'est un défenseur qui est pas ridicule, contrairement à beaucoup de mecs qui sont vraiment comment dire, spécialistes du 3 points qu'on peut voir d'habitude, qui a fait de vrais progrès quand même sur tout le reste de son jeu. Et je trouve qu'il était border All-Star en fait à un moment, quand on arrive en février, on se posait vraiment la question, est-ce que Devin Vassell est pas border All-Star? Donc je pense que si je l'intègre, c'est pour l'intégrer vers la fin du classement, Ouais. plutôt parce que faut pas rigoler non plus, je vais pas le mettre au-dessus de Jeremy Grant par exemple, mais je pense qu'il a plutôt sa place dans le top 100 et que dans le système un peu compliqué des Spurs, il a fait un super travail pour réussir à rester en fait assez efficace, pour être un attaquant plutôt crédible. Et le mec a de beaux jours devant lui parce que en fait, il a fait une saison que je trouve très convaincante dès aujourd'hui. Ouais. Je vois. Après, je crois que le problème que j'avais avec Vassell, c'était qu'il y a qu'une quarantaine de matchs, 38 matchs cette saison. Ouais, ça c'est le critère toujours un petit peu compliqué justement de la disponibilité, quoi. C'est ce que je disais avec Anthony Davis. Si on sanctionne là-dessus, c'est vrai que peut-être top 100 c'est juste. Si on prend en compte juste les matchs qu'il a disputés cette saison, il a été super convaincant. Donc, je comprendrais aussi qu'on veuille pas le mettre dans le top 100. Non, mais effectivement, et puis il y a un côté, il est pas efficace non plus, enfin moins efficace que la moyenne cette année, Vassell. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut se battre sur ce plan-là, sur ce côté scoreur à volume, mais pas hyper efficace. Bah finalement, il n'y a pas de honte à le comparer à peut-être RJ Barrett ou Kyle Kuzma, qui sont dans le classement. Bah carrément, c'est-à-dire que il est pas archi efficace. Après, dans le contexte collectif dans lequel il est, tu vois, par exemple, dans la pré-liste des mecs un peu oubliés, il y a Paolo Banchero, qui fait aussi partie un peu de ces mecs qui ont fait une saison un peu impressionnante, mais qui est pas très efficace à cause du contexte collectif. Maintenant, voilà, je trouve ça plutôt correct quand même, Devin Vassell. Après, encore une fois, sur une sélection en fait de skills un peu spécifiques quand même. Donc, c'est vrai que je le mettrais pas dans le top 50 peut-être, mais plutôt dans le bottom. Mais dans le bottom, je pense qu'il a sa place parce que j'ai trouvé, en tout cas, dans le jeu et dans ce qu'il proposait quand il était sur le terrain, qu'il était vraiment solide dans un contexte qui n'aidait pas forcément et qui rendait vraiment les Spurs meilleurs, en fait. Ouais. Ok. Eh bien, je note que tu n'as pas argumenté pour Gary Harris ou pour Christian Wood. Mais peut-être que d'autres le feront, en effet. Je pense. Ok, très bien. Alors, je note tout ça. Et donc, comme de tradition, avant qu'on détaille un par un la QV du jour, que d'ailleurs, je n'ai pas encore cité, on a du DeAndre Ayton aujourd'hui, on a du DeAndre Hunter aujourd'hui, on a tous les DeAndre. On a Tyrese Haliburton, on a Anthony Simons et
Jimmy Butler, donc plutôt une très belle cuvée aujourd'hui. Plutôt. Tradition, comment est-ce que tu t'en es dépatouillé, toi, pour les classer les uns par rapport aux autres? Bah, en fait, très simplement, personnellement, en fait, tu me les envoyais dans un ordre et je me suis dit tout de suite: «En vrai, c'est bon, c'est déjà la hiérarchie». Enfin, quasiment, non, en fait, quasiment parce que juste, sur les 2 derniers, Hunter et Simmons, qui pour moi sont à peu près dans le même tiers, c'était un peu plus compliqué. Après, surtout, j'ai regardé le classement quand tu me l'as envoyé et je me suis dit: «Si je devais jauger à peu près, prendre des joueurs qui pour moi sont à peu près du même niveau, où est-ce que je les classerais?» Et j'ai essayé de les classer. Et pour moi, c'est très simple, en fait, il y a une claire hiérarchie de Butler, Haliburton, Ayton et puis ensuite Hunter, Simmons et je mets plutôt Simmons devant Hunter, mais c'est à peu près le même tiers pour les deux, donc c'est un peu, ça se joue à pas grand chose, quoi. Ouais. Ok, eh bien je vois qu'on est à peu près pareil, puisque effectivement les 3 premiers, l'ordre a l'air assez évident. Même si certains fans de Liberton voudront venir argumenter, mais je pense que pour l'instant, C'est chaud Butler est quand même, encore hein. un. Et puis moi, j'avais effectivement les deux étaient très proches, mais j'avais plutôt Hunter en 4 et Simmons en 5, mais c'est pour ça qu'on fait l'émission, on va en parler. De toute façon, je les ai mis sensiblement autour de la même place, donc Ouais. voilà. Au final, ça change pas grand-chose. On verra bien au fur et à mesure du classement et des débats. Justement, attaquons d'entrée si tu veux bien avec DeAndre Ayton cette fois. On fera Hunter plus tard, mais avec Ayton, donc si je te fais le topo vite fait, 30 minutes de jeu par match, 67 matchs pour DeAndre Ayton, 106 de true shooting plus, donc plus 6% par rapport à la moyenne sur un usage de 23%, donc un volume assez modeste de troisième option d'équipe, on va dire. Pour te lancer, c'est vrai que la difficulté, ou en tout cas, comment est-ce qu'on doit juger DeAndre Ayton après, en tout cas, sa saison 2023, après sa free agency 2022, assez compliqué? En fait, disons que le contexte collectif et de sa signature, je trouve, a beaucoup pesé sur sa saison, parce que la saison est en fait un peu compliquée par rapport à lui. Il y a presque une régression, je trouve, par rapport à la saison précédente. Et ça s'est vu en fait dans le manque d'efforts. Par exemple, en play-off, à certains moments, il s'est un peu désactivé, il a été benché, il a perdu sa concentration et il a été inactif par séquence. En saison régulière, pareil, il y a eu des moments comme ça. Et puis, il fait moins quand même les petits trucs que beaucoup des joueurs qu'on a dans cette liste. C'est là où je regrette un petit peu, c'est que en fait, on voit qu'il a un manque d'envie et du coup, ça se sent sur tous les petits trucs, en fait, qui sont pas forcément, quantifiables et quantifiés. C'est-à-dire, vraiment, les efforts qu'il pourrait faire pour être un bien meilleur joueur. Même au box out, par exemple, heu, en fait, il lui manque, clairement un truc en termes d'envie et après, ouais, sur le reste, en fait, pour Ayton, il y a un peu un contexte collectif qui est chelou. C'est-à-dire qu'il a voulu partir pour être un peu peut-être une seconde option à côté, d'Haliburton, typiquement. Là, il se retrouve dans cette équipe où il est, la 3e option offensive et il a joué un rôle de 3e option offensive, tout simplement, assez solide, mais quand même, j'ai trouvé plutôt en deçà de ce que j'attendais de lui cette saison, s'il était dans des conditions optimales. Oui, c'est vrai que le contexte, on peut pas trop le mettre de côté, d'autant plus avec son profil en fait, où on voit que d'ailleurs il y a une petite chute d'efficacité par rapport aux 2 saisons précédentes. Carrément. Mais qu'est-ce qu'il y avait les 2 saisons précédentes? Il y avait quelqu'un qui s'appelait Chris Paul qui était au top de sa forme, notamment, et un joueur comme Ayton était plutôt utilisé par Monty Williams un peu plus en finition, on va dire, que en création. C'est peut-être ça aussi le truc avec Ayton, c'est secrètement un finisseur plutôt qu'un créateur, ou quelqu'un qui va se créer ses points, aller au poste bas ou faire vraiment de la création pure, alors que voilà, il se fait drafter un peu pour ça. Mais c'est secrètement un des meilleurs finisseurs et presque exclusif, je dirais quand même pas jusque-là, mais pas loin de NBA. Et effectivement, cette année où Chris Paul a été moins bon, je sais pas à quel point c'est lié ou pas, hein, mais oui, on voit que lui-même a une chute d'efficacité il était dans des zones de plus 14 ou plus 16% à plus 6% à peine par rapport à la moyenne. Mais tu vois, au niveau de le pourcentage de paniers assistés de DeAndre Ayton, c'est 75%. C'est autour de lui, on trouve des Gobert, des Jarrett Allen ou des Claxton en fait. Et c'est là aussi la difficulté de son profil en attaque, c'est que je pense que, comme tu dis, le joueur pourrait faire plus ou même a des velléités de faire plus, mais actuellement ça ne se concrétise pas tant que ça, et finalement c'est aussi pour ça que sa saison est peut-être un peu moins bonne, c'est parce qu'il dépend aussi en tant que finisseur, il dépend du passeur qui a été Chris Paul et qui a été moins bon en 2023 en fait. Mais carrément, surtout que en fait, je trouve que c'est un très, très bon finisseur et d'ailleurs, il a toutes les qualités pour être un très bon finisseur. Il est dans l'effectif pour ça, mais du coup, typiquement, son jeu au poste, moi, je suis pas forcément convaincu et surtout dans le contexte collectif des Suns où tu as plein de meilleures choses à faire que de donner le ballon à DeAndre Ayton au poste. Donc en fait, Ouais. ouais, il m'a un peu, j'ai pas envie de dire déçu en fait, mais il m'a pas convaincu là-dessus cette année et en fait, je trouve la particularité de DeAndre Ayton quand même, c'est que, tu vois, on parle d'Allen, on parle de Gobert dans les gars qui sont autant,
j'ai envie de dire, assisté du coup Oui, pour finir. Sa particularité quand même, c'est qu'il a un vrai mid-range et que je pense que ça joue aussi sur son efficacité parce que il fait pas que finir au cercle. tout à fait. Il a ce mid-range en fait qui fait que c'est quand même un joueur supérieur offensivement à ces deux profils-là de Gobert Allen et qui est un peu plus convaincant. En fait, dans les certitudes Ayton, c'est vraiment la finition et la réussite près du cercle. Les mi-distances, il en prend quand même vraiment énormément et il a quand même une belle réussite. C'est autour de 50% si je dis pas de bêtises. Et ça reste un bon poseur d'écran. Après, au-delà de ça, voilà, c'est vrai que je sais pas à quel point c'est lié pour Chris Paul. Il a quand même été plus sollicité, mais je trouve que dans les moments où on lui a vraiment donné des opportunités de créer pour lui-même, il a été un peu décevant quand même par rapport à ce qu'il pourrait apporter vraiment s'il jouait en tant que finisseur tout simplement et Oui. dans un rôle plus restreint offensivement où il serait en fait surefficace. Je pense que si DeAndre Ayton, tu le mettais vraiment dans ce rôle-là de finisseur slash un gars vers lequel tu peux rediriger tes passes pour qu'il shoot à mi-distance, il pourrait être vraiment surefficace. Mais il y a ce manque d'envie et puis il y a cette difficulté à définir son profil offensif qui peut-être le freine un petit peu. Oui, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, tu parlais du manque d'envie. Il y a un domaine où c'est criant et ça a toujours été le cas. Alors, je sais pas si c'est de l'envie ou c'est aussi son jeu qui est comme ça, mais il va très très, très peu chercher de lancer franc. Surtout pour un pivot, ça a toujours été son problème. C'est parce que bon, il a grandi en étant toujours plus grand que les autres avec un bon toucher de balle et des bras énormes. Donc, il a peut-être jamais eu besoin de développer ce truc-là. Mais voilà, nous, depuis la draft, on dit, bah oui, mais il va pas au contact, il est pas agressif. Et effectivement, et le shooting foul percentage, donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir, il est parmi les pires intérieurs de NBA. Et même par rapport à d'autres joueurs, il est à peine à 10% donc ce shooting foul percentage. On va voir qu'il y a d'autres joueurs dont on va parler plus tard qui sont beaucoup plus hauts. Mais voilà, il est en dessous de la moyenne, pas que de la moyenne des pivots. Chez les pivots, il est parmi les pires, mais il est en dessous de la moyenne générale NBA. C'est un peu problématique, mais là où je te rejoins, c'est que en fait, il y a deux façons de voir les choses par rapport à son profil un peu atypique sur la répartition de ses tirs. D'une part, il y a le côté, oui, il prend énormément de tirs à mi-distance. Et je pense que c'est ça aussi qui limite un peu son plafond d'efficacité, parce que quand tu prends ces tirs-là, ce sont des tirs quand même moins rentables que des tirs seulement au panier, ou des lancers francs d'ailleurs. Mais forcément, voilà, quasiment un peu moins de 60% de ces tirs sont dans la mi-distance. C'est quand même assez énorme. Donc ça, c'est un peu peut-être la vision négative, mais la vision positive, comme tu dis, c'est aussi que oui, mais en même temps, c'est de la finition aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être complètement au niveau du panier ou sur un alley-oop pour finir. Tu peux aussi juste lui donner la balle et sur des petits flotteurs à 2-3 mètres du panier, il va être efficace. Ou alors, comme tu dis, sur les pick and pop aussi. Ça, c'est des armes que les Capella, que les Jarrett Allen n'ont pas. Donc, c'est un truc positif pour moi. Et puis, il y a un côté aussi où ça donne une portée de dangerosité plus grande. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais parce que c'est pas juste, t'as besoin de le mettre complètement au panier, tu peux aussi juste lui donner la balle un peu plus loin, et ça marche quand même, quoi. Pour moi, c'est archi positif qu'il puisse finir à mi-distance, et je pense que c'est ce qui fait qu'il a un plafond offensif vraiment supérieur à la plupart des joueurs qui sont de base des finisseurs. Et en fait, je pense juste que s'il était, comme tu dis, plus agressif pour aller chercher ses lancers, et que en fait, il ait moins d'opportunités de créer ses tirs par lui-même, et qu'il était vraiment dans ce rôle de finisseur qui connaissait vraiment son rôle de t'as raison, c'est finir aussi en fait à mi-distance, parce que ces opportunités à mi-distance, elles sont pas non plus DeAndre Ayton, c'est pas le genre de joueur qui va commencer une ISO, crosser son défenseur et aller prendre un petit mid-range, tu vois. Donc c'est vrai que c'est souvent des efforts qui sont déployés par ses coéquipiers qui lui permettent de trouver des belles ouvertures. Donc je pense qu'il a un profil offensif qui est super intéressant. Je pense juste qu'il faut peut-être restreindre un petit peu son utilisation pour qu'il soit plus efficace et que lui peut-être fasse plus d'efforts. Sur ses mi-distances, il est aussi très doué parce que c'est des tirs qui ne demandent pas d'être très agressifs, d'aller chercher du contact, de déployer des efforts supplémentaires. Et s'il était capable de vraiment faire ça, son arme à mi-distance pourrait lui permettre aussi d'aller chercher plus de lancers, justement, en créant un peu plus de confusion. Et s'il pouvait le faire, ce serait top. Mais là, j'ai l'impression que pour l'instant, il a pas envie de le faire, en fait. Oui, c'est un peu cette dualité de dire proche du panier sur la short mi-distance, les flotteurs, il est très bon. Sur les longs mi-distance, un peu plus dans le périmètre, il a 48% d'efficacité sur les longs 2, c'est très bon. Mais en même temps, voilà, il a une efficacité monstrueuse au panier, mais il y va assez peu, il n'y a pas de lancer franc.
Il n'y a pas non plus trop de spacing dans le sens 3 points. C'est jamais vraiment venu, ce côté-là. La portée de son tir n'est jamais allée jusqu'à 3 points. Et puis, il n'y a pas de passing, mais ça, vraiment, il y a un niveau quasi zéro de passing, de plus-value sur ce côté-là. Mais pour moi, du coup, on a un profil offensif assez atypique, mais intéressant. Mais je trouve que qu'est-ce qui va aussi déterminer sa valeur, c'est à quel point est-ce qu'on pondère la défense, c'est à quel point est-ce qu'il est bon. Et je peux te lancer dessus, d'ailleurs, à quel point toi, tu trouves que c'est un bon défenseur. Bah, c'est très paradoxal parce que, tu vois, si on devait parler de potentiel, DeAndre Ayton, je le mettrais assez haut parce que je trouve qu'il a un vrai potentiel. Si on parlait de concret, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est quand même plus contrasté. Je trouve qu'en termes de protecteur de cercle, typiquement, il est correct en fait, mais tout juste. Ouais. Et notamment parce que, bah, justement, il a j'ai pas envie de dire peur, tu vois, mais il cherche pas il fuit un petit peu le contact déjà, et il a ce manque d'envie qui se caractérise beaucoup, je trouve, en tant que protecteur de cercle. Après, sur les aides et sur la défense au poste, quand il est vraiment face à un mec qui va peut-être essayer de jouer en ISO ou quoi que ce soit, je le trouve beaucoup plus solide, typiquement. Mais en termes de protection de cercle, c'est un peu juste. Et en fait, je pense que s'il pouvait développer ce truc-là, ce serait un bien meilleur joueur. Aujourd'hui, bah, c'est ça qui le limite aussi. Et à l'extérieur, pareil, quand il a besoin d'y aller, il est solide. Mais c'est pareil, il y a un manque d'effort aussi et il n'a pas envie de sortir quand il doit sortir. Il n'a pas envie de suivre ses adversaires quand il doit le faire. Et pourtant, il peut, en fait. Il l'a montré. Et c'est ça tout le contraste de DeAndre Ayton, c'est que il peut faire plein de choses, mais il ne les fait pas forcément. Et aussi en termes de, tu vois, de tout ce qui est je parlais des petites choses au début. Par exemple, le box out, etc. Je pense que c'est un rebondeur qui est productif, mais un peu surestimé. Parce que c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est un peu un finisseur aussi au rebond, dans le sens où il va chercher le rebond, mais il en dégage pas tant que ça pour ses Oui. coéquipiers, il sécurise pas tant que ça le ballon. Et pour moi, ça compte aussi dans ce facteur-là c'est le manque d'envie en fait qui caractérise tout son jeu et qui le limite. Il fait bien certaines choses, mais par contre, ouais, en termes de protection de cercle, en termes de rebond et tout, il est un petit peu limité, je trouve. Oui. Oui, tu veux dire que même sur les rebonds, il prend ses rebonds individuels quand ça lui tombe dessus ou parce qu'il est grand, mais il a pas un rayonnement où sa seule présence aide l'équipe à prendre beaucoup plus de rebonds, quoi. Bah, c'est ça, voilà. Alors qu'il pourrait carrément, en fait, il est tellement massif et mobile que il pourrait vraiment faire des box-out de qualité et parfois permettre disons, Kevin Durant, typiquement, de prendre le rebond à sa place. Mais à chaque fois, systématiquement, il va se positionner pour aller capter le rebond. Et c'est en ça que, tu vois, je dis que c'est un finisseur au rebond. C'est que, oui, il va aller saisir les rebonds, il va prendre ceux qui lui tombent dessus. Mais par contre, ouais, il va pas faire tout le reste qui permettrait à son équipe de limiter les secondes chances, de vraiment faire le travail qu'il devrait faire, quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Mais je te rejoins aussi sur le côté protecteur de panier où il est sans doute. Bon, il est pas chapeau 1 pour moi et il est peut-être même pas chapeau 2. Si Ouais, on met dans ouais, des ouais. chapeaux 2, peut-être des Capella ou des joueurs comme ça qui d'ailleurs sont déjà un peu dans le classement, mais tu vois, Wendell Carter Jr., etc., pour moi, on n'est pas sur ce même niveau de protection du panier. Mais je trouve que. Parce que voilà, parce qu'il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas d'explosivité, il y a pas ce côté gros volume autour du panier, mais par contre, pour moi, ce qui est assez évident, c'est qu'il y a une polyvalence qui est extrêmement intéressante en défense parce que il n'est pas exceptionnel, mais il est bon, on va dire, au niveau du panier ou voilà. Mais il y a une certaine mobilité aussi. Il y a des couvertures de pick and roll. Il y a parfois du switch. Il y a vraiment un profil défensif qui, pour moi, peut faire plein de choses à défaut de faire un truc absolument de manière géniale, du genre le switch à la Draymond Green ou à la Bam Adebayo, ou alors la protection de panier à la Gobert, par exemple. Lui, je trouve qu'il peut un peu toucher à tout, avec depuis 2-3 ans un certain niveau de fondamentaux défensifs, techniques, de positionnement, d'orientation des appuis, etc., qui font qu'il a réussi à exploiter ses très très grandes mensurations physiques et son capital athlétique aussi, hein, de mobilité. Donc, effectivement, je ne le mettrai pas parmi les top défenseurs de NBA, mais pour moi, on est clairement aujourd'hui sur un profil où c'est quelqu'un qui a été drafté pour être potentiellement un go-to guy, en tout cas certains pensaient qu'il pourrait l'être, un créateur offensif, alors qu'aujourd'hui, je trouve que Ayton, c'est surtout un défenseur catch and finish, plus, on va dire. Pas vraiment défenseur catch and finish à la Capella, qui peut absolument rien faire à part le dunk. DeAndre Ayton, c'est un catch and finisher plus, c'est-à-dire défense, catch and finish et avec un peu plus de trucs, comme on disait, dans la mi-distance et dans la finition ou dans le pick and pop, quoi. Et je pense que ce profil-là, il est cool, tu vois, typiquement, et je suis d'accord avec Ouais, toi, c'est exactement ça. Et en fait, son profil est vraiment bien, dans le sens où, en fait, c'est encore là que ça s'imite. S'il faisait les efforts, il pourrait être un super finisseur, un joueur, mine de rien, du coup, polyvalent offensivement, seulement en termes de scoring, hein, tu l'as dit, il n'y a pas de playmaking, il a des lacunes dans plein d'autres trucs, typiquement le 3 points.
Et défensivement, c'est versatile. Effectivement, c'est pas un protecteur de cercle élite, mais il est correct. Et voilà, il est très bon. Enfin, il est très bon. Il est bon sur les aides. Il est bon au poste. Il est correct à l'extérieur. Il peut faire plein de choses. En fait, s'il arrivait à s'épanouir dans ce rôle-là, je pense qu'il pourrait faire une merveilleuse 3e option, 4e option, pendant qu'il y a Beal pour les Suns, et que ça pourrait être un des meilleurs joueurs dans ce rôle-là, justement. Quand on le compare à Capella, il a beaucoup plus de potentiel. Bon, voilà, ce qui manque, c'est juste, encore une fois, l'envie. Et je pense qu'il pourrait être bien meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Et que, en fait, il est quand même déjà supérieur à ces mecs comme Capella, de par son profil, parce qu'en fait, il apporte beaucoup plus de choses qu'un pivot, qu'un rim runner, typiquement, ou un finisseur conventionnel. Il a beaucoup plus de choses à apporter, il apporte déjà beaucoup plus de choses. Je suis d'accord. Et après, il y a toujours la question, tu parles de l'envie, mais avec Ayton, c'est toujours la question de et l'envie et les velléités aussi. Avec ses ambitions offensives qui sont peut-être un peu plus grandes que son profil ne pourrait le permettre. Mais effectivement, alors, vu qu'on commençait à parler de classement, faisons la transition si tu veux bien. Où est-ce que tu l'imaginais donc dans ce classement? Alors, je remarque maintenant quand j'ai noté 25-35. Je remarque que c'est un peu large. mais autour de la place, tu vois, c'est toujours compliqué. Moi, les classements, je suis pas très doué avec ça, mais je pense qu'il est à peu près à sa place autour de la place 30. C'est-à-dire autour de Marcus Smart, Al Horford, ces gars-là. Oui. Peut-être, tu vois, il y a Miles Turner en 27, peut-être juste au-dessus de Miles Turner. Je pense que ça ferait sa place. Miles Turner 27. Ah oui, effectivement, je le voyais pas. Oui, ça peut s'argumenter, effectivement. Ce serait quoi ta fourchette haute à pas dépasser et la fourchette basse à pas dépasser, on va dire? En fait, la fourchette haute, tu vois, je vois Aaron Gordon en 25, il peut pas être au-dessus de ça. La fourchette basse à pas dépasser, je pense que il peut pas descendre. Typiquement, il y a Scottie Barnes 136, il peut pas descendre sous Scottie Barnes. Ouais, Clint Capella non plus, du coup, comme tu dis. Exactement. Et même Paul et Robinson qui sont dans cette range sont quand même en dessous, clairement. Donc je pense qu'il est dans cette range autour de entre 20, on va dire 26 du coup, et à peu près 33. Ouais. J'avoue que j'étais un peu plus bas, mais je commence à me dire que j'ai peut-être sous-estimé la défense intérieure. Du coup, j'étais plutôt vers Anunoby, McCollum qui sont 31, 32, etc. Après, il y a Kyle Anderson juste au-dessus, tu vois, c'est ça qui m'interroge aussi, je l'ai pas dit en intro, mais... Toi, tu le verrais plus haut ou plus bas, Kyle Anderson? Un peu plus bas quand même. Ok. Par rapport à Horford, ça me dérange un peu. Ou alors c'est peut-être qu'Horford est bas aussi. Hein. On peut... c'est ça, en fait, j'aurais redistribué. Horford, j'aurais mis Wendell Carter Jr. au-dessus de Miles Turner, Horford au-dessus de ces deux gars-là. Et j'aurais sans doute fait ça comme ça. Et je l'aurais mis dans ce paquet-là à peu près, tu vois. Mais derrière Horford, On peut faire ça, ouais. On peut réorganiser. On remonte Horford au-dessus de Turner et Carter. Et on met DeAndre Ayton juste après. Si ça te va, donc ça nous ferait 27 Horford, DeAndre Ayton 28, et ensuite Miles Turner, Wendell Carter, Marcus Smart, etc. Ça me paraît cohérent. Ouais, ok. Eh bien, ça me va. Ça me va, et comme ça faisait plusieurs épisodes que ça me titillait le Horford, c'est toi qui l'as proposé, donc je saisis la perche au vol. Ok, très bien. Très bien. Bah, tu vois, on y arrive à classer finalement. Oui, ça se passe. Alors, petit quiz pour finir. Donc, je ne te prends pas par surprise, tu le sais malheureusement. Nous sommes le 25 novembre 2022. Des petits quiz pour se remémorer les actions marquantes de la saison. Et donc, nous sommes sur un poster dunk de DeAndre Ayton contre Détroit, contre un joueur de Détroit en particulier. Est-ce que tu es capable de me citer les joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk? Du coup, sur le terrain, je vais te dire que novembre 2022, est-ce que c'est après le moment que Cunningham se blesse, donc je veux dire qu'il n'est pas là. Non. Je veux dire que Killian Hayes est sur le terrain. Oui, tout à fait. Du coup, Bojan Bogdanovic. Tout à fait. Je vais te dire Isaiah Stewart. Stewart n'est pas sur le terrain. Et si j'ai pris Détroit, c'est parce qu'il y a aussi un pote de DeAndre Ayton qui est pas loin. Du coup, Marvin Bagley, sans doute. Exactement, Marvin Bagley est sur le terrain. Ah, ça m'étonne pas trop. Mais je t'avoue, j'ai pas du tout de souvenir de cette action, finalement. Non, mais oui, on peut pas tout retenir, effectivement. Mais alors après, je peux t'aider parce que les deux derniers de Détroit sont assez durs. Il y en a un, on a vraiment foi en lui, si tu vois ce que je veux dire. Alors attends, on a vraiment foi en lui? On a foi en lui. Ah, je t'avoue que... je t'avoue que ça va pas du tout. C'est un joueur qui parfois peut être apathique. Non, c'est un jeu de mots avec foi. Ok. Mais attends, tu m'as perdu là. C'est un jeu de mots foi en anglais. Le joueur s'appelle Isaiah. Ah oui, Isaiah Lever, ouais. Exactement, Isaiah Lever, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident de
d'être dans mon cerveau et mes indices, ouais. Et le dernier, alors, beaucoup moins connu, c'était un shooter qui est passé par les Clippers, je crois, à un moment donné, par Miami. Je crois qu'il y avait un YouTuber basket il y a une dizaine d'années qui s'appelait comme ça. Un YouTuber basket qui s'appelait comme ça. Oh, non, c'est un peu trop difficile. Le YouTuber, il s'appelait Scooter Magruder. Ah ok, bah Rodney Magruder du coup. Exactement, voilà. Ça te dit rien, toi, Scooter Magruder? Mais pas du tout, non, pas du tout. T'es plus jeune, c'est pour ça. Mais c'est à l'époque, il faisait des vidéos sur genre le transfert de Dwight aux Lakers, donc c'est été 2012, tu vois. Ouais, non, c'était un peu... Moi, j'étais en 5e, 6e, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, allez, fin du podcast, on s'en va. Et côté Phoenix, est-ce que t'as des noms côté Phoenix? Alors, côté Phoenix, du coup, 2022, bah donc... après, s'il y avait Isaiah Livers et Magruder sur le terrain, je sais pas si c'était le groupe principal de Phoenix, mais je vais quand même tenter Devin Booker. Oui, il est là. Je vais tenter Chris Paul. Pas sur le terrain, non, c'est son remplaçant. Ah, donc, alors son remplaçant à ce moment-là, je vais peut-être te tenter... oh là là, j'ai un trou d'un coup. Pense à la douleur. Cameron Payne, merci. Exactement. Du coup, bah, on est en novembre, donc Michael Bridges est encore là. Oui. Et par contre, Cam Johnson n'est pas encore revenu de sa blessure. Donc à la place de Cam Johnson, qui est-ce qui jouait déjà? C'était Torrey Craig. Exactement. La légende Torrey Craig qui est sur le terrain. Voilà, le crack. Franchement, le quiz n'était pas facile, tu en as quand même très très bien sorti pour ce premier quiz. Ah, c'est la date qui m'a beaucoup aidé, je vais pas te mentir. Ouais. Non, mais le combo Isaiah Livers et Magruder, c'était assez chaud quand même. C'était un peu hors de ma range, je vais pas te mentir. Donc avançons, deuxième joueur du jour, on peut rester sur les DeAndre, du coup, tant qu'à faire. DeAndre Hunter, si tu veux bien, 32 minutes par match, 67 matchs cette année, 97 de true shooting plus, donc moins 3% d'efficacité au scoring individuel par rapport à la moyenne, sur un usage de 20%, donc un volume assez modeste là encore pour DeAndre Hunter. Pour te lancer, c'est vrai qu'on a affaire à un bon ailier de NBA, mais la question c'est à quel point? Bah écoute, à quel point c'est toujours un peu aussi dur à dire avec ce genre de profil, où en fait défensivement, il est vraiment très très solide quand même. Il contient bien les drives, c'est un bon défenseur off-ball. Je sais pas s'il est dans l'élite défensive, mais en tout cas je pense que c'est vraiment un excellent défenseur. Offensivement, il est quand même un peu plus limité, où en fait 35% de réussite à 3 points, essentiellement sur des shoots qu'il crée pas lui-même. C'est quand même assez moyen en fait, parce que est-ce que on le respecte assez, tu vois, pour qu'il ouvre vraiment le jeu pour Atlanta? Je suis pas sûr. Il y a pas vraiment de playmaking. Je trouve qu'il est en dessous de la moyenne sur les drives. Donc en fait, on est vraiment sur cette opposition où il est, je trouve, moyen offensivement. Il se rattrape pas mal à mi-distance, mais je trouve moyen offensivement et très bon défensivement. Donc Oui. c'est toujours compliqué de jouer sur le profil parce que c'est très un petit peu unidimensionnel. Pas tant que ça, mais t'as compris quoi. C'est vraiment, il a une qualité qui fait qu'il obtient toutes ses minutes de jeu et il a à côté un skill set que je trouve assez moyen. Oui, et encore quand tu dis pas vraiment bon au niveau du passing, t'es un peu généreux parce que il n'y a pas de playmaking en vrai. Il y a quasiment rien du tout. Ouais. Effectivement, il y a vraiment pas grand chose. Mais oui, en fait pour moi le truc avec DeAndre Ayton, pour rester un peu sur l'attaque, c'est que il y a un peu un mélange de deux profils, j'ai l'impression. Un peu le profil 3&D à l'ancienne, tu sais, mais donc c'est-à-dire que le mec qui va pas pouvoir faire grand-chose avec la balle parfois, capable de, tu vois, si on prend les exemples de Josh Green ou de Quentin Grimes, c'est des 3&D qui peuvent bouger, qui peuvent faire des cuts, qui peuvent faire du passing en mouvement, etc. DeAndre Hunter, c'est pas du tout ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi un aspect où c'est pas un 3&D non plus sobre dans le profil de l'utilisation. C'est aussi quelqu'un qui essaye un peu de créer pour lui-même, de faire un peu d'attaque. Notamment, tu vois, 20% de ses tirs sont des longs tirs à 2 points. Donc quasiment 1 tir sur 5, c'est des longs tirs à 2 points, plutôt des tirs de création sur du dribble. Ça, c'est pas du tout ce qu'un 3&D classique fait. 3&D classique, c'est juste catch and shoot dans le corner ou drive en attaquant un close-out, mais pas du tout de tir de création. Et je trouve que lui, il a un peu ça. C'est-à-dire qu'il a un peu de
quelques flashs parfois, ou en tout cas une certaine utilisation en tant que créateur balle en main. Après, c'est vrai que sur les résultats, c'est peut-être là aussi que ce que tu dis, c'est que sur les résultats de ces séquences balle en main, c'est pas forcément très bon parce que tu dis moins efficace que la moyenne sur drive, c'est même pire que ça parce que si tu prends un NBA, les joueurs en 2023 qui font minimum 5 drives par match, au niveau de l'efficacité et de la productivité sur les drives, ils se classent 104e sur 132 à l'efficacité. Donc effectivement, on est plutôt sur quelqu'un qui est pas hyper bon balle en main sur drive et pas non plus génial sur ces fameux longs tireurs de points. Ouais, clairement. Et puis, bon, après, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est en ça que je disais, tu vois, que le mi-distance, ça le sauve un peu. C'est que ça élève considérablement son plafond et son utilisation offensive à Atlanta. Parce Ouais. que, mine de rien, tous les tireurs de points, ils les rendent bien. Et ça compense aussi le fait qu'il est enfin, ça compense très partiellement quand même le fait qu'il soit peu efficace près du cercle. Parce que, voilà, sur les drives, il est, comme tu dis, il est pas bon. Et puis, même de manière générale, sur la finition, bah, c'est pas le profil pour ça et ça se voit, quoi. Et je pense que je l'aurais classé beaucoup plus haut si ça avait été un 3&D plus efficace, dans le sens où le 3 fonctionne vraiment mieux. Parce Ouais. que, voilà, là, actuellement, quand même, c'est un mec, quand il est ouvert de manière générale, ça se passe bien, évidemment. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est que cette section de tir ne lui permet pas de prendre suffisamment de tirs ouverts pour rehausser comment dire, son pourcentage. Et que le pourcentage en l'état, bah, c'est autour de 35%, essentiellement catch and shoot. Et bah, pour moi, ça, c'est pas assez pour vraiment représenter une menace offensive. S'il était capable de vraiment rehausser ce pourcentage-là avec son mi-distance, son plafond, il serait vraiment supérieur offensivement. Mais là, en fait, c'est ça qui est limite. Donc, en fait, j'aurais presque envie, tu vois, de lui retirer son mi-distance et de redistribuer à 3 points pour Ouais. qu'il soit plus efficace là-dessus, quoi. Mais bon, c'est pas possible, malheureusement pour lui. Mais donc, ouais, moi, c'est ça qui me bloque un peu offensivement. C'est qu'il est trop limité parce que dans ce profil de 3&D, bah, il manque vraiment d'adresse, quoi. Oui, il prend des responsabilités et un peu de création, mais presque tu dis, il vaudrait mieux qu'il soit un plus sobre dans ce qu'il fait, mais meilleur dans ce qu'il fait, que ce qu'on a actuellement, où il fait un peu plus, mais en étant moins efficace, quoi. Mais effectivement, c'est un problème je pense qu'il y a un problème de toucher de balle, en fait, chez ce joueur on le voit un peu partout, on le voit sur les jump shots où il semble y avoir un petit plafond, on le voit sur la finition au panier où, voilà, il n'a pas ce toucher, cette précision et ce doigté. Et ça, c'est quelque chose, c'est une qualité un peu intrinsèque qui mine de rien bouge pas tant que ça. Donc bon, on va pas parler du potentiel ou de l'avenir, là, restons sur 2023, mais en tout cas, je trouve que ça le dessert un peu actuellement. C'est pas non plus quelqu'un qui va chercher beaucoup de lancers francs où il pourrait un peu compenser de ce côté-là. C'est pas non plus quelqu'un hyper explosif. C'est vraiment un spécimen physique en termes de mensuration physique qui est très impressionnant. Mais il manque certaines petites touches pas si négligeables que ça, comme la coordination en mouvement, comme l'explosivité, comme le toucher de balle, pour faire on aurait vraiment sur ce moule-là un joueur qui, en effet, s'il met ses pull-ups à 3 points, ses pull-ups à ses longs 2 avec une bien meilleure efficacité, c'est génial. Si avec sa taille, il peut exploser un peu plus et avoir une meilleure efficacité sur drive, c'est génial, etc. Mais ça, on ne l'a pas. On n'a pas non plus le passing, comme on a dit. Et après, sur la défense, c'est vrai que je te rejoins aussi. C'est un des meilleurs défenseurs sur l'homme, je trouve. Enfin, un des meilleurs. Peut-être pas, peut-être que j'exagère, mais en tout cas très très bon sur l'homme. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais je le trouve un peu moins impactant sur tout ce qui est défense un peu sans ballon. Bah, je trouve qu'il est quand même honnête sur son ballon. Ouais. C'est-à-dire que, bon, son profil, ça reste quand même un mec qui va vraiment défendre en face et c'est un stopper quand même. Et là-dessus, il fait vraiment un bon travail. Mais moi, je trouve ça plutôt honnête. Je trouve qu'il suit bien ses défenseurs, qu'il gère bien, il gère bien avec les écrans. Je suis d'accord avec toi quand même pour dire que c'est quand même inférieur à ce qu'il propose face à l'homme directement. Ouais. Et en fait, c'est quand tu dis, tu vois, c'est un des meilleurs défenseurs sur l'homme. En fait, c'est toute la difficulté de la chose. J'ai l'impression que DeAndre Hunter, il est vraiment à un pas de l'élite défensive, mais qu'il est pas exactement dedans. Et c'est juste ça. Il effleure ce seuil-là, mais il est pas tout à fait dedans. Et je pense qu'il y a pas mal de mecs qui font quand même mieux que lui actuellement. Pas mal, hein, c'est quand même une liste restreinte, hein. C'est un très 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 bon défenseur, mais il est encore trop juste pour être vraiment dans l'élite. Je pense que s'il était capable vraiment pareil, de se donner un peu plus quand il est off-ball, il pourrait vraiment passer un step. Mais là, actuellement, il l'a pas encore. Oui, alors c'est vrai que peut-être j'en attends trop, je sais pas, mais en tout cas, il y a un décalage entre à quel point est-ce qu'il est bon face au ballon et à quel point, tu vois, sur tout ce qui est protection du panier, par exemple, je trouve qu'avec ses mensurations, il pourrait être plus impactant, mais il l'est pas totalement sur Ouais, ce genre complètement. de choses, quoi. Et même, assez étonnant, assez peu playmaker défensif, finalement, alors qu'il est très grand, avec des bras immenses.
Mais on est vraiment sur quelqu'un qui est plutôt face à un bon attaquant en défense sur l'homme, on-ball, il va être très bon. Mais en dehors de ça, l'impact, le playmaking défensif, la protection du panier, tout ça, je reste un peu sur ma faim. Et stat un peu bizarre, je ne sais pas, mais un peu étonnante peut-être. Il est à 0,4% de block percentage et 0,7% de steal percentage. Il n'y a que 4 joueurs qui font autant ou moins bons que lui en NBA sur ces deux critères combinés. C'est lui, RJ Barrett, Corey Kispert et Doug McDermott. Pardon. Donc voilà, ça fait un niveau de playmaking défensif qui est assez peu élevé. Et c'est vrai que c'est dans ce sens-là que moi je trouve ça, entre guillemets, anormal vu ses capacités. Mais bon, c'est aussi juste son profil, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui va être plutôt neutre dans la défense, loin du ballon, mais très positif sur l'homme. Peut-être on peut le formuler comme ça. En fait, là où je te comprends quand tu dis que tu en attends beaucoup, c'est aussi que, tu vois, on parlait du profil offensif qui est quand même un peu limité. Du coup, pour vraiment avoir un rôle consistant en NBA, je pense qu'il devrait, on attend de lui quand même qu'il soit vraiment élite défensivement. Effectivement, s'il pouvait mieux couper les lignes de passe typiquement et créer plus à partir de la défense, oui, ce serait mieux. Pareil, tu parlais de la défense autour du cercle. En fait, je trouve que typiquement, s'il doit contenir un post-up, quand ça lui arrive, au final, il fait pas si mal. Mais de manière générale, sur la protection de cercle, ouais, il est pas très solide, en tout cas pas assez en fait. Et pareil sur l'aide, j'ai l'impression que des fois, il a vraiment du mal à capter les rotations. Et que ça, c'est un truc qu'on peut lui retirer aussi, c'est que Oui. s'il pouvait faire ça mieux, en fait, il serait vraiment encore un stade au-dessus défensivement. Donc, non, c'est ça qui pose problème, c'est que peut-être qu'il est un peu trop limité défensivement pour faire partie de l'élite actuellement. Et donc, niveau classement, où est-ce qu'on le projette ? Alors moi, je l'avais projeté autour de 45. Voilà, j'ai un chiffre plus correct. En fait, voilà, Jeremy Grant, pareil, je l'aurais mis en dessous quand même. Mais dans cette zone-là, autour de Jaden McDaniels, c'est pas mal, ouais. En dessous de McDaniels, en l'occurrence. On était dans la même zone, effectivement. Oui, j'avais un peu McDaniels en plafond haut, effectivement. Mais c'est vrai que là, on a tout un groupe de 3&D, les Harrison Barnes, KCP, McDaniels, qui pour moi sont quand même meilleurs. Parce que plus d'efficacité offensive et peut-être plus de... bon, peut-être pas Harrison Barnes, qui lui aussi est assez neutre off-ball, mais McDaniels, je trouve plus complet, même face au ballon, et plus complet aussi loin du ballon dans la défense. Donc, ouais, après la question 45, on a Quentin Grimes, alors, si je dis pas de bêtises. Au-dessus ou en dessous ? Je le mettrais au-dessus de Grimes quand même, ouais. Ouais, au-dessus de Grimes ? Ouais, je pense. Ok, ça peut m'aller. Quoique Grimes, tout de même, 3 points très efficaces. Offensivement, ouais, clairement, c'est au-dessus. C'est en fait toute la difficulté. Ce qui est sûr, c'est qu'il est meilleur que Westbrook, qui est en 46. Et Grimes, c'est un peu moi, c'est pour ça que j'ai mis en 45 exactement, parce que je le vois vraiment dans le même tiers que Grimes, tu vois. Et après, franchement, qu'il soit au-dessus ou en dessous, je vais pas te mentir, pour moi, c'est à peu près équivalent, donc peu importe. Ok. Alors moi qui étais plus bas, moi, par rapport à Keegan Murray, je me pose la question même, mais tout ce genre de 3&D, mais bon, peut-être pas. Ok, alors mettons-le là, ouais. Okay. Ouais, Murray, c'est pas loin, oui, mais en fait, je trouve qu'il est bien dans cette zone-là, en 45, ouais, c'est... Après, Murray, ouais, c'est à peu près le même profil, finalement. Enfin, pas le même profil, mais le même tiers, je trouve, en tout cas. Oui, là, on est à deux places d'écart. Ok, mais très bien, faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir, sur le trivia du jour sur DeAndre Hunter. Nous sommes le 8 janvier 2023. C'est un dunk sur John Wall. Est-ce que ça te parle peut-être un peu plus, ceci ? Un poster dunk. Redonne-moi la date parce que j'ai pas assez... Le 8 janvier 2023. Ok. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain pour ce Atlanta Clippers ? Atlanta Clippers, ok. Donc John Wall est sur le terrain. Oui. Je vais te dire... Allez, Ivica Zubac. Non, pas sur le terrain, non. Ah, terrible. C'est small ball. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, Marcus Morris, éventuellement. Oui, il est là. Je vais te dire Norman Powell. Oui. Luke Kennard, qui n'a peut-être pas été transféré encore. Ouais, non, peut-être pas les deux en même pas temps. Luke Kennard. Donc John Wall, peut-être Batum, qui était là en l'occurrence, qui était encore dans la second unit. Non, pas Batum, mais un autre ailier à qui d'ailleurs Hunter était comparé à la draft en termes de scénario maximal. Ah, maximal ? Ouais. Le côté si ça devient une star. Je vais dire Covington, mais c'est compliqué, quoi. Non. Du coup, Paul George, peut-être ? Non, l'autre. Ah, Kawhi, ok, d'accord. Kawhi, tout à fait, ouais. Ah ouais, ça fait haut comme comparaison.
Et le dernier, c'est un meneur arrière défensif, on va dire. Un meneur arrière défensif, Treman du coup. Tout à fait. Non, pas très. Terrence Mann. Pas Terrence Mann, j'ai du mal avec les noms à chaque fois. Thunder, Clippers ont du sang sur les mains. Tout à fait. Et côté Atlanta, du coup? Côté Atlanta, du coup, si Hunter sur le terrain, j'imagine que peut-être Trae Young l'est aussi. Oui. Du coup, Capella. Capella pas sur le terrain, non. Alors Collins, je pense Oui, là. Collins. Qui est-ce qu'on a à l'arrière à ce moment-là, du coup? Du coup, peut-être Bogdanovic d'ailleurs sur le terrain. Oui. Et qui est-ce qui manque là-dedans? Le nouveau copain de Trae Young. Le nouveau Dejounte Murray. Exactement, Dejounte Murray. Ouais. J'oublierais presque les Hawks. Je vais pas te mentir. Ok, bien avançons sur notre troisième joueur du jour. Anfernee Simons, si tu veux bien, que moi, encore une fois, j'ai toujours envie d'appeler Penny Simmons, pardon. Mais 35 minutes de jeu par match en moyenne pour Simmons, 62 matchs, 100 de true shooting plus, donc pile au niveau moyen de NBA, au niveau de l'efficacité au scoring individuel, sur 25% d'usage de basketball référence. Comment est-ce qu'on juge sa saison 2023 après l'explosion de 2022 ? C'est un peu décevant presque, parce que en fait, on s'attendait à mieux après la saison de l'explosion. C'était peut-être trop attendre quand même, et les gens imaginent souvent que quand un joueur fait une progression fulgurante, c'est une courbe qui va pas s'arrêter et qui va pas stagner. Donc décevant à ce regard-là, où on pouvait s'attendre encore à ce qu'il progresse, voir je sais pas trop comment jauger sa saison par rapport à la précédente, est-ce qu'elle est même pas un peu en dessous. Mais en tout cas, quand même une saison qui est solide offensivement. C'est un peu l'inverse de Hunter, j'ai envie de dire, où là pour le coup en défense, c'est pas là quoi. Et en attaque, par contre, on a un profil qui est, je trouve, très intéressant, avec quand même un énorme volume à 3 points. Et malgré une sélection de tirs qui est questionnable et des tirs qui sont quand même relativement difficiles, une efficacité qui sur les tirs est assez impressionnante. Oui. Même si au final, au global, il est seulement au niveau moyen de NBA, mais effectivement, il y a une grande force qui est le 3 points en fait. Mais après, c'est vrai que c'est toujours compliqué de juger ce genre de joueur vu le contexte de Portland qui a été très mauvais, qui a été eu tanking, etc. Lui en plus, c'est un profil imparfait, mais juger ce profil-là dans un contexte difficile, c'est assez compliqué. Et les chiffres d'efficacité sont un peu moins bons que l'an dernier, on va dire. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu lié par rapport aux 3 points, où vraiment lui sa force c'est le 3 points, il en prend plein, et il a été un peu moins réussite à 3 points cette année. Seulement 37%, entre guillemets seulement, ce qui est encore très bon, mais c'est juste que l'an dernier il était parmi vraiment les tout meilleurs de NBA, vraiment top 5, top 10 shooters de NBA l'an dernier. Donc il y a ce côté là où comme le 3 points régresse un tout petit peu, l'efficacité globale régresse aussi, mais je pense qu'on est plus sur une anomalie à mon avis sur ce côté efficacité, parce que voilà, encore une fois, sur 2021 et 2022 combinés, on est à 41% à 3 points avec des chiffres de catch and shoot absurdes, etc. Donc ça c'est vrai, pour moi c'est un des meilleurs shooters de NBA, tout simplement. Mais le problème c'est un peu tout le reste. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le problème c'est en dehors du shoot, c'est que le drive est sympa mais pas génial, et le passing là aussi, ça laisse à désirer quoi. Je pense que effectivement oui, en termes de shoot, il est excellent, vraiment. Je pense que la baisse aussi statistique vient du fait que, par exemple, en 2020-2021, il en prenait 4,4 à 3 points, et là maintenant c'est le double. Donc je pense que ça vient aussi de là, et qu'il est dans un contexte un peu compliqué. Après, sur le reste, je te rejoins. Sur les drives, il est clairement en dessous de la moyenne. Sur le playmaking, il est vraiment en dessous de la moyenne pour qu'on puisse vraiment le juger comme un combo viable. Ça, je trouve, c'est vraiment... Il y a un profil d'Anfernee Simons qui se dessine vraiment, où on comprend qu'en fait, il peut pas vraiment porter la balle de manière durable, et que c'est pas vraiment un combo. À un moment, on en parlait un peu comme l'héritier éventuellement de Damian Lillard dans le projet des Blazers. Clairement pas. Je pense qu'il est trop limité en termes de playmaking pour ça. Et il y a ça, mais on l'abordera plus tard plus en détail. Même en termes de défense, c'est très limité. Donc en fait, on est vraiment sur un profil, je trouve, qui devient un shooter, vraiment un mec qui va briller quasi uniquement par cette qualité-là, mais on l'attend quand même sur d'autres choses. C'est un peu paradoxal parce que sur les autres choses, il est pas au niveau. Je pense qu'il est en dessous de la moyenne dans tout ce qui ne concerne pas le tir. Oui, c'est un peu ça. Et sur le shoot, en l'occurrence, il est largement au-dessus de la moyenne. Mais c'est vrai que peut-être que
on va dire que les attentes de le voir en tant que créateur d'attaque à haut niveau, voire même à très bon niveau, je pense que ça va être difficile de les atteindre. Parce que c'est plutôt un scoreur de son côté que vraiment quelqu'un qui va pouvoir être un moteur d'attaque, qui va créer pour autrui, tu vas lui donner plein de ballons sur pick and roll, il va distribuer le jeu comme ça. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop sur ce profil. Donc le côté passing, moi je le retiens un peu contre lui. Et même c'est vrai qu'au niveau des drives, alors il est plutôt efficace, mais c'est pas non plus génial. Et je crois qu'il y a aussi des limitations de taille en fait, hein, très simplement. Mais après c'est toujours pareil, avec ce profil comme ça, dans le bon contexte et avec la bonne configuration, on peut arriver à en tirer un joueur très très intéressant. Là le problème c'est que pour l'instant c'est plus, je dirais pas quand même c'est que du potentiel de parler comme ça, mais en tout cas là actuellement la version 2023 qu'on a vue, si on se projette pas trop sur le futur, bah oui comme tu dis, le passing pas top et surtout la défense, si vous voulez enchaîner sur la défense qui c'est vrai est assez problématique. Ah, c'est ça, juste avant on parlait d'Hunter, qui était moyen offensivement et très solide défensivement. Là, on est sur un joueur qui est pas juste moyen, qui est vraiment carrément négatif, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça complique carrément les choses. Pareil, le contexte aide pas fatalement parce que c'est dur de jauger aussi un joueur qui était missionné pour perdre quasiment finalement. Donc c'est un petit peu compliqué à juger. Mais de manière générale, on voit bien qu'il deviendra jamais un bon défenseur. S'il atteint un jour le niveau neutre, franchement, je serais déjà très surpris. Donc là, en fait, je pense que c'est ce qui le plombe vraiment, c'est que défensivement, bah, il a un impact négatif, c'est un peu un boulet. Il le compense partiellement offensivement, mais voilà quoi, c'est quand même ça plombe pas mal sa note, je pense. Oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ressemble vraiment énormément à McCollum hein, dans le profil, alors que Carrément. on pourrait se dire le raccourci est facile parce que c'est deux arrières de Portland, mais vraiment dans le profil, ce côté très bon jump shooter, en plus avec un peu de pull-up, mais pas fort sur drive, va pas du tout au lancer franc, n'est pas un passeur très créatif. En tout cas, à l'époque où McCollum était surtout aux Blazers, les ressemblances sont assez frappantes. Et même la défense, tu vois, McCollum est devenu quand même assez compétent dans ses meilleures années à Portland, mais c'était pas la folie non plus. Mais je crois effectivement pour l'instant, Simone c'est un peu plus bas que le McCollum qui était au niveau moyen ou moyen moins. Là, on est sur un truc assez négatif comme tu disais. Et donc, si tu me dis hein, si on oublie des choses à dire, mais sinon on peut compléter en allant sur le classement. Moi, à la base, j'avais noté autour de 40. Maintenant qu'on vient d'en parler, ouais. je vois quand même un peu plus bas que ça. Et t'as raison en fait quand tu dis que comment dire que Hunter est peut-être au-dessus. En fait, je te rejoins. Et déjà typiquement, tu vois, je parlais de Grimes juste avant. Il est en dessous de Grimes, oui. je pense. Après, tu vois, il y a Westbrook en 46. Il est à peu près, je pense, le plafond, ça va être autour de Westbrook, ou genre juste en dessous de Grimes, ou un truc comme ça, ou juste en dessous de Hunter, du coup. Je pense qu'il est quand même au-dessus de Bogdan Bogdanovic, par exemple. Oui, c'était un peu mon point de repère aussi. C'était ce profil de joueur offensif qui apporte du spacing, mais pas grand-chose. Après, c'est vrai que Bogdanovic a quand même un peu de passing. Mais ouais, il lit mieux le jeu et il est quand même beaucoup plus playmaker. Enfin, oui. Beaucoup plus. Non, mais il le fait mieux, quoi. Mais encore pire peut-être défensivement, je trouve. Donc ça me va de le coller et de le mettre au-dessus, si ça te va. C'est ça, juste en dessous de Keegan Murray et c'est ça, au-dessus de Bogdanovic, c'est parfait, je pense. Ok. Sachant que Westbrook, bon, il faut pas le juger en fait. On sait pas quoi faire avec lui parce qu'il y a toute une première partie de saison qui est négative et qui est hors top 100 et une deuxième partie qui est une vingtaine de matchs aux Clippers qui pourrait être en soi pas loin de top 40-50. Donc on sait pas quoi faire. Mais ok, mettons là Anfernee Simons. Et donc petit quiz pour finir alors. Nous sommes le 30 novembre 2022, un match où je crois Damian Lillard ne prend pas part à ce match-là aux Lakers. Donc c'est un dunk contre les Lakers. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce dunk de Anfernee Simons contre les Lakers? Alors du coup, si Damian Lillard n'est pas là, je vais pas prendre trop de risques. Je pense qu'on a potentiellement Josh Hart, du coup, qui n'était pas encore trade. Il n'est pas sur le terrain en tout cas. Alors Jeremy Grant. Grant est sur le terrain, oui, tout à fait. Je vais tenter Nurkic. Oui. Ça va aller avec Nassir Little, du coup. Pas Nassir Little, c'est un autre ailier défensif. Alors, Gary Payton 2, peut-être qu'il était exceptionnellement pas blessé. Non, il était blessé encore en début d'année. Un autre ailier défensif. Quelqu'un qui aime bien que les choses soient équitables. Attends, que les choses soient équitables. Ou alors quand quelqu'un commet un délit, c'est lui qui va rendre le verdict.
Ah, c'est incroyable, à chaque fois les indices sont phénoménaux. C'est... Un ancien ailier de Miami, notamment, surtout. Drafté assez haut parmi. Ok, c'est bon, je comprends. Justice Winslow qui était là. Tout à fait. Justice Winslow. Et du coup, avec et il te manque un arrière, ouais. Un genre de backcourt. Peut-être Shaedon Sharpe, du coup. Exactement, Shaedon Sharpe. Et côté Lakers, bah, du coup, tout simplement LeBron, Davis. Oui. Qu'est-ce que... Alors, donc T'as dit on était quelle date, pardon ? 30 novembre. Donc, ok, donc pré-trade deadline, parce que ça change quand même beaucoup de choses. Tout à fait, oui. Westbrook ? Pas sur le terrain, non, c'est un autre. Alors, Dennis Schroeder ? Oui, Dennis Schroeder. Dennis Schroeder. Austin Reeves ? Tout à fait, la superstar Austin Reeves. Incroyable, le roi. Et du coup, il me manque donc soit un ailier, soit un pivot en fonction. Non, c'était un autre meneur. Un autre meneur qui était sur le terrain. Donc, qui aboie beaucoup. Qui quoi, pardon ? Qui aboie beaucoup. Ah, donc Patrick Beverley éventuellement ? Exactement, Patrick Beverley est sur le terrain. Au moment de ce magnifique dunk de Anfernee Simons, qui d'ailleurs fait un drive sur pick and roll, il attaque Anthony Davis et il va au dunk. C'est assez notable, on vous invite évidemment à aller revoir ces actions en même temps que nous, ou alors à jouer, bien entendu. Mais donc avançons, et là on va peut-être monter en gamme, hein. Tu me dis, peut-être que je me trompe, hein, peut-être. Mais si on passe à Tyrese Haliburton, 34 minutes de jeu par match, 56 matchs cette année 2023, 107 de true shooting plus, donc plus 7% par rapport à la moyenne de scoring, sur 24% d'usage, mais c'est un usage de basketball référence, donc seulement sur le scoring, on va en reparler. Mais c'est vrai que tout simplement, l'ascension folle continue en fait. Bah, moi je pense que j'ai à peu près dans le même tiers que Anfernee Simons. Et plus sérieusement, du coup, en vrai, ouais, Tyrese Haliburton, déjà, en fait, j'ai un biais avec Tyrese Haliburton parce que c'est beau. C'est pas quelque chose qui devrait rentrer dans un classement de si c'est beau, mais fatalement, ça m'affecte. Et surtout, c'est un mec qui comprend le jeu de manière phénoménale. C'est vraiment un passeur qui est génial, mais vraiment génial. Et là-dessus, je trouve, enfin, faut que je me calme avec les superlatifs et tout, et les compliments, mais... Non, sur le Basket Lab, ça va, tu peux continuer les superlatifs sur sur Haliburton. Je trouve ce joueur phénoménal, voilà, tout simplement. Formidable, incroyable. Plein de mots en able comme ça qui sont tous positifs. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs passeurs de la ligue, genre top 3. Ouais. Je pense que c'est dans la sphère, peut-être en dessous quand même, mais Nikola Jokic, on parle de vraiment des mecs qui sont élite, quoi. Et puis maintenant, c'est un joueur qui est primordial dans le système des Pacers. Tu parlais de l'usage, j'avais pas conscience que c'était si faible, entre guillemets, mais en fait, c'est tout pour les Pacers. Il a tout le temps le ballon dans les mains. C'est vraiment l'héliocentrisme pur, quoi, de Tyrese Haliburton. C'est le mec qui va distribuer complètement le jeu pour les Pacers, mais à un degré qui est quand même assez fou. Je vois pas pourquoi on lui retirait le ballon, parce qu'il en fait toujours de belles choses. Alors pour te dire juste, c'est l'usage de basketball référence, et donc c'est un usage qui ne prend en compte que le scoring, 24%. D'accord, ok. Et donc si tu prends cleaning the glass, qui lui prend en compte le passing, on est effectivement au niveau des 30%. Donc voilà, ça correspond plus à l'image qu'on a en tête. Ouais, carrément, et puis surtout c'est vrai que 24%, ça me paraît forcément faible, et puis même quand tu regardes le temps qu'il a le ballon dans les mains, c'est à peu près 44%. C'est ça, ouais. Beaucoup thinking basketball. Et ouais, enfin, c'est normal qu'il ait autant. Et parce que donc là, je viens de parler de profil passing et tout, mais déjà ça, on en a fatalement tous conscience. Mais en plus, c'est quand même un shooter qui est très très efficace, qui a fini la saison à 40% de moyenne à 3 points. Sa mécanique s'est carrément améliorée, ça part beaucoup plus vite. Même si le shoot reste un peu bas, c'est quand même un shoot qui est devenu beaucoup plus viable. Et puis, il a une très très bonne sélection de tirs. Je pense que ça vient aussi du fait qu'il comprend vraiment bien le jeu. Donc, fatalement, ça devient un score efficace qui est solide sur les drives. Alors qui, encore en termes de provocation de faute, est peut-être pas là où on l'attend exactement, mais qui est quand même solide sur les drives, qui est dangereux à mi-distance. C'est clairement pas un joueur d'ISO et un mec qui va porter l'attaque tout seul en termes de scoring, mais ça reste un scoreur qui est très intéressant. Donc en fait, offensivement, quand même un profil qui est élite, hein, faut pas se cacher. Oui, bah c'est effectivement, moi je me cache pas, je l'adore depuis longtemps. Mais c'est vrai que bon, tu vois, moi je fais souvent des pourquoi j'avais tort, hein, sur le Basket Lab, ou des joueurs où on s'est planté. Là, c'est vrai que pour le coup, j'avais un peu raison, et
Ce que je dis ça, non mais c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est juste que tu vois, en fait, ce qui est assez remarquable avec Haliburton, c'est que à chaque fois il franchit des paliers, il y a toujours plus de volume et plus d'importance, et en fait, voilà, il franchit les obstacles comme si de rien n'était. À chaque fois, il a un rôle plus important et ça marche. Il est toujours aussi efficace, toujours aussi bon. Voilà, il était sur un rôle réduit à Sacramento, il était déjà très bon, et puis il a son équipe, et puis il a un gros usage, et puis il a les rênes de l'attaque, et puis non, toujours, voilà, pas de problème, la transition se fait naturellement, alors que pour la majorité des gens, plus tu augmentes en responsabilité, plus ça peut être compliqué. Et c'est vrai que, bon, moi, c'est aussi pour ça que très tôt, je m'étais un peu enflammé sur lui, c'est parce qu'il y avait des indicateurs de projection future qui étaient assez incroyables, et là-dessus, c'est exactement ce qu'on a. Alors, c'était pas sûr que ça allait arriver, mais ça allait dans cette direction, et le fait qu'il le concrétise, ça fait plaisir, quoi, en effet. D'ailleurs, me lancer des fleurs, on s'en fiche, mais par exemple, tu vois, un mec comme Cole Zwicker, à l'époque, qui faisait la draft sur The Stepien, on parlait en 2019 déjà, donc un an avant sa draft, on disait, mais en fait, Haliburton, c'est un basketball genius, il disait quoi, c'est un génie du basket. Le mec était encore freshman à NCAA, il se présente pas du tout à la draft et tout. Donc voilà pourquoi Cole Zwicker était aujourd'hui dans un front office NBA. Mais effectivement, c'est vraiment ce côté, j'insiste sur le côté génie, en fait, presque de la compréhension du jeu, des lectures extrêmement avancées, des instincts aussi de très haut niveau, qui, quand tu combles, tu rajoutes ça, à du toucher de balle fabuleux, bah oui, en fait, c'est quelqu'un qui peut tout faire, et qui, je pense, actuellement, je sais pas ce que t'en penses, mais est un des meilleurs meneurs de NBA déjà, à mon avis. Mais carrément, est vraiment dans le top du top, parce que, en fait, tu l'as dit, il y a très peu de déchets finalement. Il est formidable, et ce qui me choque presque, ouais, c'est ce truc de là, j'ai les stats sous les yeux, un petit peu, et c'est vrai qu'à Sacramento, finalement, il était moins efficace qu'aujourd'hui, alors Ouais. qu'il avait tellement plus de responsabilités, quoi. Et non, il est vraiment formidable, et en fait, c'est des choses qui sont aussi pas tout à fait quantifiables. C'est qu'il met le jeu en place d'une manière qui est quand même vraiment, en fait, il rend vraiment son équipe meilleure à un degré qui est rare chez les meneurs, et ça, c'est difficile à vraiment quantifier exactement, parce que toutes ces stats-là qui quantifient l'impact, sur le collectif, ont plein de biais, qui est difficile, qui sont difficiles à évaluer. Mais Oui. il a un impact, collectif, phénoménal, et je pense qu'il là, aujourd'hui, ouais, c'est un des tout meilleurs meneurs de la NBA, c'est évident pour moi. Oui, parce que les stats collectives dépendent aussi beaucoup du contexte, en effet. Mais tu vois, là, par exemple, c'est lui qui a les rênes de l'attaque, donc on peut se permettre d'aller voir un peu. En tout cas, il y a une forte corrélation entre sa présence sur le terrain et les performances de l'équipe. Et quand il est sur le terrain, les Pacers sont à 118 d'offensive rating. Le on-court offensif, c'est dans le 85e centile de tous les meneurs. Donc voilà, je pense qu'il y a des endroits où on peut essayer d'aller piocher et de voir ce rayonnement, mais comme tu dis, c'est sans doute, on n'arrive pas à le capturer totalement, quoi. Mais d'ailleurs, on parlait d'usage. L'usage, c'est seulement les possessions terminées par le joueur, que ce soit par du tir ou par de l'assist. Mais en effet, comme tu dis, il a aussi une emprise qui est plus grande que seulement 30% du jeu, quoi. Quand il est sur le terrain, c'est lui qui dirige tout. Le jeu de transition des Pacers vient aussi beaucoup de lui, de sa capacité à de prendre des décisions très rapidement. La création aussi sur demi-terrain, ils sont pas top, mais sans Haliburton, ils sont encore pires. Enfin, vraiment, je trouve qu'en niveau passé, on a un niveau de créativité qui est assez démentiel, en plus de même la précision sur les passes, etc. Mais vraiment, ce côté créatif et lecture de jeu très très avancé font que la défense est en train de faire une rotation, il l'a déjà anticipé, ou alors il l'a déjà lu, et il va déjà chercher la deuxième ou la troisième option, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant, et on est vraiment sur un combo efficacité et distribution du jeu qui est assez dingue. J'avais noté un fameux stat que j'aime bien, le ratio de playmaking, qui est simplement le nombre de passes que tu fais en fonction de ton nombre de ballons, hein. Donc à quel point est-ce que tu penches vers le playmaking selon tes responsabilités. Et donc sur ce ratio, en l'occurrence, le chiffre on s'en fiche, mais il est à 1,56, et ce qui nous permet un peu de faire un filtrage. Par exemple, je crois que j'en avais déjà parlé dans l'épisode des stats de la saison sur les Pacers, mais tu fais un filtrage avec minimum 1000 minutes, minimum 1,20 points par tir, comme lui, en termes d'efficacité, et donc un certain ratio de playmaking. Il n'y a que 3 joueurs qui ressortent, c'est Jokic, Harden et Haliburton. Donc voilà, et si tu rajoutes un critère de turnover de moins 12%, 12% ou moins, là Jokic et Harden s'en vont, et il n'y a plus qu'un seul joueur, il s'appelle Tyrese Haliburton. Donc voilà, niveau propreté, on a efficacité, gros passing et propreté au niveau des turnovers, c'est quand même assez fabuleux, quoi. C'est ça, hein, forcément, c'est difficile de vraiment leur reprocher quelque chose sur tous ces critères-là, et la comparaison avec Jokic, je la trouve d'autant plus pertinente que c'est vraiment un joueur qui va, je trouve, manipuler la défense avec brio, qui lit vraiment super bien le jeu, et tu parles de la créativité, elle est complètement là. Donc c'est vrai que enfin,
va peut-être pas non plus s'étarder pendant. On a envie d'en parler super longtemps, mais voilà quoi, c'est plus à prouver, c'est formidable. Et en termes de playmaking, quand tout à l'heure je disais du top, ouais voilà, c'est top 3 en fait, tout simplement. Après, s'il faut un peu tout de même apporter des nuances, peut-être. Bien sûr. C'est vrai que il a peut-être, enfin, on aimerait le voir faire un peu plus au niveau du scoring, peut-être, et être un peu moins orienté parfois comme il l'est un peu pass first. C'est vrai que tu vois, si on va du coup sur le classement, il y a des joueurs tout en haut qui sont des stars qui ont un peu plus un côté implacable au scoring. Lui, je sais pas si c'est parce qu'il peut pas ou qu'il ne le fait pas, mais de facto, et du coup le scoring, il a pas le même impact scoring à volonté que d'autres peuvent avoir. Mais on peut en discuter à travers le classement. Où est-ce que toi tu l'imaginerais? Alors moi je l'imagine, alors j'ai noté autour de 15-20. Ouais. À peu près, ouais, je trouve que c'est sa zone. Ouais, c'est à peu près là. En fait, je l'imagine pas mal autour des De'Aaron Fox, Darius Garland, peut-être au-dessus en fait, même. Oui, je me pose la question, ouais. Ouais, donc là je dis 15-20, mais peut-être même plus haut en fait. Hein. Après, on n'a pas discuté, mais c'est vrai que la défense est un peu négatif, mais c'est. Enfin, je sais Ça pas à va, quel point ouais. tu juges la défense, toi. Bah, je trouve que c'est négatif. Enfin, c'est d'ailleurs évident et limite prouvé, quoi. Je trouve que c'est quand même un défenseur qui fait son travail, qui lit bien l'attaque et qui, là-dessus, finalement, arrive à forcer les turnovers et en fait, il s'en sort, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on remarque particulièrement chez Tyrese Haliburton. C'est un truc qui est, ouais, un peu négatif, mais c'est pas dramatique. On parlait de Simmons plus tôt, qui a vraiment un impact négatif là-dessus. Il est pas du tout à ce niveau-là, quoi. Maintenant, ouais, c'est pas un défenseur qui va apporter quelque chose d'important à une défense. Bah, tu vois, par rapport à De'Aaron Fox et Garland, je pense que c'est assez clairement le pire défenseur des trois pour l'instant, Ouais, entre oui, je Fox et pense. Garland. Mais c'est peut-être aussi celui qui a le plus grand rayonnement offensif. Bah, Détroit, pour moi, c'est évident en termes de vraiment rayonnement offensif. Ouais. Après, oui, voilà, c'est pareil. C'est toujours compliqué parce que on aimerait bien que attaque-défense soit 50-50 et qu'on puisse jauger et tout quantifier et dire ah bah lui, il a 37 sur 50 en attaque et 25 sur 50 en attaque. Donc voilà, il est là. En fait, c'est compliqué de jauger exactement où ils sont, à quel point est-ce qu'on compte la défense, l'attaque, comment on balance les deux. Donc je pense qu'il est dans cette range-là, concrètement, de De'Aaron Fox, Darius Garland, autour de entre bah, du coup 12 et 15 quoi. Ouais, ça me va. Ça me va. Si... En plus, c'est vrai que moi, à l'échelle individuelle, je trouve que la création offensive est plus importante que la défense. À l'échelle individuelle, pas en termes d'équipe. Mais ça peut s'entendre, du coup, d'avoir Haliburton au-dessus de De'Aaron Fox. Donc, après, tu vois, je me pose la question, bon, rien à voir, mais entre Fox et Garland, est-ce qu'on pourrait pas échanger? Je crois qu'on l'a fait la dernière fois. Bah, Je sais pas. c'est toujours compliqué aussi et ça dépend parce que il y a le facteur playoff dont on va parler pour le dernier jour, je pense, C'est vrai. qui booste un peu De'Aaron Fox là-dedans. Après, je pense que les deux sont bien, ils sont bien côte à côte aussi quand même. J'aurais du mal à jauger, mais je mettrais quand même De'Aaron Fox au-dessus d'Darius Garland. Même Ok. si je pense que la question est plus que légitime. Et pour Haliburton, un peu comme toi, je pense que la création offensive, de manière générale, est une des qualités que je valorise le plus chez les joueurs. Et quand on arrive à un niveau comme celui de Tyrese Haliburton, en fait, qui a un niveau de skill archi rare en NBA, j'ai tendance à le valoriser énormément. Donc c'est pour ça que je mettrais au-dessus de Garland et de Fox. Ça me va. Ça me va. Moi, je n'ai pas été très compliqué à convaincre, mais ça me va. Ok, très bien. Eh bien, petit quiz pour terminer. Nous sommes de nouveau en novembre, le 10 novembre 2022. Et alors, ça m'a fait marrer, c'est pour ça que j'ai retenu. C'est Haliburton qui fait une Nikola Jokic à Nikola Jokic. C'est-à-dire un tir complètement fou dans le périmètre. En plus, en étant isolé, une isolation face à Nikola Jokic, un tir un peu fou clutch, d'ailleurs, qui vient égaliser un match contre Denver. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Mais écoute, on va essayer en tout cas. Je vais commencer par Buddy Hield éventuellement. Oui, tout à fait. Je vais tenter. Alors, Miles Turner, je sais pas combien de matchs il a joué cette année, mais j'ai quand même tenté Miles Turner. Oui, il est là. Jalen Smith. Non, pas Jalen Smith. Alors, attends, donc on a Haliburton, Hield et du coup Turner. Oui. C'est une fin de match, hein. C'est clutch, il reste 50 secondes, il met un tir complètement fou sur Jokic. Donc a priori, il y a quand même des titulaires, quoi. C'est là où, tu vois, j'ai des limites en termes de mémoire. Vraiment, tu vois, tu me parles de ça et je me dis, je devrais m'en souvenir. Je suis sûr que j'ai vu ce match, mais je ne me souviens pas de l'action. Mais du coup, je vais tenter peut-être Ben Mathurin. Oui, tout à fait. Et du coup, si on est en fin de match, peut-être Aaron Smith. Pas Aaron Smith, mais un autre AN. Un autre AN. Andrew Nembhard, du coup. Exactement, Andrew Nembhard.
Et du coup, côté Nuggets, bah, du coup, fin de match, je pense que tu as dit qu'on était en novembre, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, je pense que Murray était pas là. Donc, Non. je vais tenter Jokic, bah, logique, en fait, tout Ah simplement. si, pardon, il y a Jamal Murray, excuse-moi. Il y Ah, a donc il est de Jokic et Murray, retour. oui. Ouais. Donc, on a Murray, bah, donc je pense Caldwell Pope, Oui, Aaron Gordon, oui, Nikola Jokic, oui, et du coup, Michael Porter Jr. tout à fait. C'est le Ok, classique. Le ouais, classique. tout simplement. Oui, oui, tout simplement. Je crois que c'est un tir clutch qui égalise à 50 secondes, mais qu'ensuite Denver gagne par 6 ou 7 points. C'est voilà la différence entre une équipe de tanking, ou en tout cas une équipe pas très bonne, et une équipe qui est championne NBA, en fait, tout simplement. Mais joli tir de Haliburton sur Jokic, donc spécial basket lab en plus. Mais donc avançons sur le dernier joueur du jour. Jimmy Butler, bien entendu, 33 minutes de jeu par match, 64 matchs, 111 de true shooting plus, ce qui est quand même assez énormissime, sur 26% d'usage. C'est vrai que pour te lancer, les playoffs ont montré que c'était tout simplement un des meilleurs joueurs de NBA en fait. Mais ce que je trouve phénoménal avec Jimmy Butler, c'est sa capacité à s'adapter. C'est-à-dire à vraiment, quand il a besoin, prendre le match à son compte et vraiment, le jeu va s'articuler autour de lui pendant plusieurs séquences et au contraire, quand c'est pas approprié, plus se mettre en retrait, se fondre dans le collectif et c'est là où je trouve que Butler est impressionnant, c'est qu'il a pas vraiment un rôle défini. Pour ça aussi que j'ai du mal peut-être à le jauger, c'est qu'il occupe plein de rôles à la fois. Il est un peu total dans ce sens-là et peu importe ce qu'il fait, en fait, il est toujours très efficace. C'est-à-dire que, bah, du coup, quand il se met en retrait, fatalement, il est plus efficace. Mais quand il prend le jeu à son compte, il est aussi très efficace pour un mec qui va avoir un énorme usage. Et tu as le facteur défensif pour balayer vite le profil, qui le booste complètement dans le classement. Et le facteur playoff, qui évidemment est énorme, déjà finaliste NBA. Et puis, de manière générale, il a sorti des playoffs quand même qui étaient incroyables. On s'est pris la tête, même si je pense que Spoelstra est beaucoup accrédité pour ce qu'a fait le Heat, sans doute même plus que Butler. Butler a rayonné de manière incroyable et c'est peut-être aussi là-dessus que ça va être compliqué à jauger. C'est que Butler, tu as l'impression qu'il a un facteur intangible qui est immense et où, en fait, on a du mal à jauger ce joueur parce que, comment dire? C'est un mec, tu as l'impression qui est imperméable à la pression déjà et puis, j'aurais du mal à le définir, mais c'est Jimmy Butler, quoi, tu vois? Ouais. Donc ça rend le jugement un petit peu plus galère, ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté atypique, et là on ne parle même pas de sa personnalité, mais quoique c'est peut-être lié, mais même comme tu dis, dans le jeu, c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui va pas forcément forcer en saison régulière, et qui par contre, quand il est en playoff ou quand il faut, il peut forcer, et il peut devenir un joueur héliocentrique. C'est pour ça que moi j'avais appelé ça l'héliocentrisme occasionnel avec Jimmy Butler, c'est-à-dire que Ça lui correspond bien, ouais. c'est ça, ouais, sur les saisons, il est autour des 26% d'usage. C'est un volume de deuxième option, quoi, alors qu'il pourrait totalement. Et d'ailleurs, on le voit que ça explose à 30, 32, 33, 35% d'usage en playoff. Il pourrait totalement avoir ce genre d'emprise, mais c'est toujours le double tranchant. C'est comment est-ce que tu l'interprètes aussi. Il y a le bon côté de c'est une superstar qui, du coup, n'apporte aucun compromis et finalement est assez flexible de par ce côté non, j'ai pas besoin de ballon, moi je peux prendre quand il faut, quand il faut pas, je les prends pas, voilà. Donc il y a ce côté flexibilité sur le positif. Sur le négatif, certains pourraient argumenter que du coup de facto il a moins d'impact que d'autres superstars qui ont plus d'emprise sur le jeu. Ça peut s'argumenter, c'est une vision contre l'autre, mais surtout moi ce que je trouve assez incroyable, c'est son efficacité cette année qui est vraiment assez incroyable. Et quand on va taper du 111 de true shooting plus, donc plus 11% d'efficacité par rapport à la moyenne, c'est en soi, voilà, la barre des plus 10, c'est très 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 costaud. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui le font chaque année, et même sur une décennie, il n'y en a pas 4000 des saisons comme ça, je veux dire. Mais surtout que lui, par rapport à ses standards, ça sort un peu du lot. C'est-à-dire que depuis qu'il avait explosé offensivement, il a toujours été autour des 104, 105, 106. Voilà, ce qui est déjà très bon. Et là, on a un pic d'efficacité qui est très très intéressant. Et ce qui fait qu'aussi, pour moi, comme tu disais, que tu rajoutes efficacité, flexibilité, comme on dit, la polyvalence et la défense, ça fait un package assez intéressant, quoi. Mais carrément. Et puis, tu vois, quand on dit que c'est à double tranchant, justement, sur ce côté un petit peu, on sait pas trop quoi en faire de son usage. Moi, là où je trouve que c'est super positif, en fait, c'est que du coup, quand il est moins utilisé, il est plus efficace. C'est-à-dire qu'il est pas juste moins utilisé,
je trouve qu'il est peut-être même, j'ai pas envie de dire mieux utilisé parce qu'en fait, les 2 utilisations lui correspondent parfaitement. Mais en fait, il prend toujours le rôle qu'il faut et c'est en ça que je vois que c'est plutôt une qualité. Oui. Effectivement, en termes d'efficacité, putain, c'est incroyable, quoi. C'est, 1,32 points par, tir tenté. Ouais. C'est complètement lunaire. Je sais pas, qui a fait mieux que ça en NBA. Déjà, je suis dans les profils similaires de d'ailiers, je sais pas s'il y a une seule personne, mais il y en a max 2, je sais pas, tu vois? Mais c'est immense et puis, de manière générale, en fait, le fait qu'il se mette en retrait, ça fait qu'il a une très bonne section de tir. Hem, le fait qu'il soit capable de forcer les choses, ça fait aussi que du coup, il a réussi à garder cette, efficacité sans altérer son côté clutch, le fait qu'il pèse énormément sur les matchs. En saison régulière, on l'a un peu oublié parce qu'en playoff, c'était tellement fou, mais il y a des matchs de saison régulière qu'il a complètement pris à son compte et où il a été formidable et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que, bah, il fait tout ça en étant un tireur à 3 points quand même assez moyen, quoi. Où, Oui. en fait, il repose énormément sur les mi-distances, il repose énormément sur ses drives, il repose énormément sur les fautes qu'il a provoquées et tout ça, ça fait que, bah, ça devient un scoreur qui est très efficace, alors qu'il lui manque un petit peu, l'arme qu'on recherche le plus aujourd'hui quand on cherche des grands scoreurs, c'est-à-dire, bah, un tir à 3 points qui est, extrêmement efficace et là-dessus, il m'impressionne beaucoup. Mais pour ajouter aussi sur ce côté usage, bien ou pas bien, t'en as parlé, donc il y a ce côté flexibilité, mais il y a aussi un aspect où je pense que c'est aussi ce qui permet d'avoir le système à Miami. Tactiquement, c'est parce que tu as aussi une superstar qui accepte d'avoir un usage plus bas ou qui s'en fiche un peu même à un certain niveau, ce qui permet de développer ce fond de jeu assez huilé et basé un peu plus sur du collectif. Donc je pense que c'est un positif à mettre à son crédit. Mais c'est vrai que ce qui est assez incroyable, comme tu dis, c'est que donc on a un niveau d'efficacité qui est assez historique, alors que la majorité de ces tirs sont des mi-distance. Ça, c'est quand même assez. Enfin, la performance est tout à fait remarquable parce que, encore une fois, les tirs à mi-distance sont quand même moins rentables en soi. Et pourtant, lui, plus de la moitié de son répertoire, c'est des tirs à mi-distance, soit des longs tirs de points, mais surtout des tirs proches dans la short mi-distance autour du panier, les petits flotteurs ou les petits jump shots tout autour du panier. Et comment est-ce qu'il fait pour être aussi efficace en ayant un répertoire de tirs aussi basé sur du moins rentable? Ça s'appelle les lancers francs et ça s'appelle un des tout meilleurs provocateurs de lancers francs de NBA. Il est le taux de lancers francs ajusté à la moyenne, le free throw rate plus, il est à 235, c'est-à-dire que la moyenne est à 100 par définition. Il est 135% au-dessus du taux moyen de lancer franc en NBA. Si vous voulez un autre, c'est le shooting foul percentage, les fautes provoquées pendant une tentative de tir, il est à 23%. C'est tout simplement le 5e meilleur score de NBA, tout poste confondu. C'est-à-dire que d'habitude, les intérieurs, ils ont des standards beaucoup plus élevés et donc ils ont des pourcentages de taux de fautes plus élevés. Lui, non. Lui, tout poste confondu, il s'invite là-dedans. Il est pile entre Giannis et Embiid, voilà, en termes de fautes provoquées sur ses tentatives de tir, 5e de NBA. Et c'est ce qui fait que, voilà, ça aussi, c'est une question de technique, de savoir-faire, d'agressivité et vraiment en fait, très simplement, de savoir jouer au sens le plus littéral possible, quoi. C'est pas juste il va exploser au panier plus vite que les autres ou il va complètement faire son bulldozer. Je pense qu'il y a une notion aussi de fondamentaux, de technique et d'intelligence de jeu, de lecture, de comment orienter son corps, comment faire ça, comment lire les appuis du défenseur, qui fait que il est devenu en fait implacable sur des drives et même quand il va pas complètement au panier, quand il s'arrête à la short mi-distance, en fait ça marche. C'est à mon avis, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un côté aussi intellectuel et cérébral qui est assez sous-estimé avec Butler. Ah, complètement, je trouve que en fait, il lit parfaitement son adversaire et de manière générale, en fait, il s'adapte à son défenseur. C'est-à-dire que quand il va avoir, alors il y a des trucs qui sont évidents, par exemple, quand il a un défenseur sur lequel il peut post-up et ben il va post-up. Quand il a un défenseur qui est beaucoup plus lent que lui, bah, il va driver justement. Mais en fait, de manière générale, son adaptation, elle est beaucoup plus subtile que ça et je trouve qu'il s'adapte vraiment en temps réel au mouvement de la défense adverse, justement pour prendre la meilleure option, qui peut parfois d'ailleurs aussi être une passe, parce qu'on n'en parle pas, mais en termes de playmaking, il reste solide et de manière générale, pour provoquer des lancers francs évidemment, c'est qu'il lit dans son adversaire comme dans un livre ouvert et c'est ça que je trouve, spectaculaire. Quand je parlais de capacité d'adaptation en termes de rôle offensif de manière générale, je trouve que l'adaptation, c'est un truc qui, en fait, sur tout le profil de Jimmy Butler, transparaît de manière évidente parce qu'il s'adapte absolument à tout et donc oui, je pense que c'est plus ça sa force qu'autre chose parce que, tu vois, quand on parle de Embiid, Antetokounmpo dans les meilleurs provocateurs de fautes, ils s'imposent là essentiellement grâce à leur physique et leur jeu, bah, évidemment dominant, hein, on va Ouais. pas faire le profil d'Antetokounmpo et Embiid. Je trouve que Butler s'impose beaucoup là-dedans
par, comme tu dis, en fait, le côté intellectuel et par cette adaptation dont je parle justement, où en fait, il va piéger ses défenseurs. Il va exploiter au maximum toutes les failles de la défense et parfois même des choses qu'on voit pas. Des fois, il va se retrouver face à un défenseur et on se dit: «Bon, bah, je sais pas si c'est le meilleur match-up pour lui, c'est Butler, il peut le jouer» et finalement, il te prouve d'une certaine manière que c'est un match-up à jouer pour lui parce qu'il y a une faille que toi, tu avais pas vue, dans laquelle il va s'engouffrer très vite parce que lui a lu la chose. Et ça, je trouve ça, formidable. Et puis autre aspect intéressant, c'est qu'il est extrêmement efficace. Il requiert pas non plus énormément de ballons, très polyvalent. Il peut faire des passes, il peut jouer off-ball sans problème. Et puis surtout, un niveau de propreté au niveau des turnovers qui, là encore, est assez incroyable. Il est à peine à 7,8% de turnover percentage. C'est exceptionnel. Et pour te dire, hein, on peut s'amuser un peu avec les filtrages sur Cleaning the Glass. Minimum 1000 minutes, évidemment. Minimum 27% d'usage. Et moins de 8 turnover percentage par match. Donc, qui perd peu la balle parmi les gros volumes? Il y a un seul joueur NBA qui répond à ces critères. C'est Jimmy Butler. Si on remonte le critère à moins de 10%, ce qui est déjà très très bien, 10% de turnover pour des joueurs à gros volume, ils ne sont que 4. Donc voilà, et si on laisse le critère à moins 10% et qu'on remonte l'efficacité à minimum 1,30 points par tir, il est tout seul, encore une fois. Donc efficacité incroyable et perte de balle, perte de balle incroyable. 1,30 points par tir minimum, mais même si on le met à seulement 1,25, il est encore tout seul. Si on le met à 1,20, ils ne sont que 3. Et c'est parmi les 3, c'est celui qui a en plus le meilleur ratio de playmaking. Donc bref, on peut s'amuser comme on veut avec tous ces filtrages, mais c'est une saison assez exceptionnelle. Et on n'a pas encore trop parlé de la défense, mais défense on-ball et surtout off-ball qui est assez exceptionnelle. Un des meilleurs playmakers défensifs de NBA, d'ailleurs 4e au steal percentage cette saison, mais qui a aussi ce côté très, là aussi très cérébral et capacité à lire les actions et à peu près tout faire en fait. Mais carrément, et puis, en fait, c'est un très bon stopper. Je trouve que quand on regarde Butler, c'est ce qu'on retient beaucoup, je veux dire de manière générale dans le public. C'est-à-dire que beaucoup, souvent, on va penser à Butler comme un stopper, mais tu as raison, en fait, il est encore meilleur quand il est pas sur la balle. Et ce que je trouve aussi fou avec Butler, en fait, et ce qui correspond à sa mentalité, à son profil, et tout ça, c'est qu'il va faire tous les trucs qu'on regarde pas forcément, qui sont pas forcément quantifiés non plus, mais en fait qui comptent énormément, notamment au box out où en fait il a un impact fou et il va donner tous ses efforts des deux côtés du terrain pour rendre son équipe meilleure. Et ça, quand tu fais vraiment attention à Jimmy Butler sur le terrain, c'est fou toutes les petites choses qu'il va faire en attaque. On en a déjà pas mal parlé dans tout ce qu'il fait sans le ballon aussi, dans les cuts qu'il fait qui sont parfaits. Mais défensivement, bah, ça se sent aussi en fait, c'est tous ces petits trucs qui sont là. Et ça, je trouve ça assez dingue. Quand on parle d'une superstar, il y en a beaucoup qui, quand ils arrivent sur un niveau de usage qui est important, alors là, certes, il est pas non plus incroyable, il est à 26,9% du coup de usage, mais quand on arrive sur ce genre de usage, il y a beaucoup de joueurs qui arrêtent de faire ces choses-là et Ouais. qui délèguent en fait. Jim Butler ne délègue pas, il fait tout ce qu'il faut défensivement pour que ça tienne. Et ça, je trouve ça juste dingue. Et oui, je pense que c'est clairement juste un des meilleurs défenseurs de la NBA, top 10 en tout cas. Oui, oui, on parle souvent de Marcus Smart un peu dans ce côté, c'est un arrière, mais qui a un volume off-ball qui est assez immense. Je pense que Butler est quand même un peu là-dedans aussi, quoi. Et on en parle moins parce que on parle aussi beaucoup de l'attaque avec Butler, mais c'est pas que de la défense sur l'homme, c'est aussi un volume qui, je pense, transcende un peu plus sa position en termes de défense off-ball. Donc beaucoup de belles choses à dire. Allez, on dit un négatif, il apporte peu de spacing. Voilà, c'est bon, on l'a dit. Et encore, pas en playoff. En playoff, il met beaucoup de 3 points. Mais donc, si on fait la transition vers le classement, je suppose qu'on va être tout en haut, non? Bah, moi, j'ai mis à peu près, j'avais mis 5 en gros. Donc dans la range de Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jason Tatum, c'est des mecs, ça m'inspire pas mal, tu vois? Et 5, ça me paraît bien en fait. C'est exactement là que je l'avais aussi. Devant Tatum et Anthony Davis, effectivement, par rapport à Voilà. l'efficacité. Et tu vois, même, honnêtement, s'il faisait cette saison-là avec 30 ou 32% d'usage, pour moi, il serait facilement 2 ou 3. Assez clairement. Mais après, voilà, on peut pas non plus. On peut pas rester sur le biais des playoffs et le biais de il prend tous les ballons, il gère tout. En même temps, voilà, de facto, il prend aussi moins de ballons en saison régulière, on peut aussi le pondérer. Mais pour moi, la fourchette haute, ouais, peut aller clairement au-dessus de Kevin Durant et Kawhi Leonard. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le top du top où il peut aller, je pense, c'est 3 derrière Jokic et Embiid et le bottom, bah, ça va être, Anthony Davis, quoi. Ouais, Mais mais oui, je pense que c'est vrai que s'il avait été un peu plus, bah, typiquement dans la course au MVP, en fait, parce que si c'était plus montré en saison régulière, ouais, on l'aurait mis plus haut. Là, c'est vrai que le fait qu'il se montre moins, du coup, et que le Heat ait fait une saison régulière un peu contrastée, ils ont plein d'excuses, hein, mais bon, on est obligé de le prendre en l'état. Ça fait que fatalement,
Jimmy Butler est pas aussi haut que ce qu'il pourrait être. Donc, ouais, top 5, je pense que c'est bien dans l'état actuel des choses. Ça me démange de le mettre devant Kevin Durant en 3, mais laissons comme ça pour l'instant. Moi, c'est peut-être Kawhi Leonard où je peux tout à fait concevoir qu'on le mette au-dessus de lui, en fait. Oui. Parce qu'en plus, il y a le facteur pour Kawhi Leonard de match manqué, et puis le facteur playoff également. Kevin Durant, j'aurais peut-être un peu de mal quand même par rapport à tout ce qu'on a évoqué de usage et tout. Ça se discute, je pense que c'est une discussion qui est carrément légitime. Je pense que là, instinctivement, je le mettrais en 4 peut-être, ouais, devant Kawhi Leonard. Kawhi Leonard est à 27% d'usage cette année. Donc en fait, c'est un peu pareil. Hein, donc, ok, faisons-le gratter une place. On le met en 4 devant Butler. Et on va s'arrêter là, sinon il va finir derrière, devant Jokic carrément. Mais, ça risque pas dans le Basket Lab, je pense que personne ne finira devant Jokic. Peut-être un jour il sera moins bon. Et quand il pleut, on dit quand il pleut, et quand il fait beau, il fait beau. Hein, mais actuellement, c'est difficile. Un jour, il prendra sa retraite pour aller s'occuper de ses poneys, et puis il sortira du classement, hein, tout simplement. Oui, je pense que ce sera ça. Là, il fait encore 2 ou 3 saisons de MVP, après, il va s'occuper des chevaux. Mais bref, petit quiz pour terminer Butler et cette émission. Nous sommes le 27 avril 2023. On ne pouvait prendre que cette action. C'est le fameux lay-up, match 5 contre Milwaukee. Donc en plus, ça te fait un quiz un peu facile, mais action marquante s'il en est de cette saison 2023. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce lay-up qui égalise avant que Miami ne gagne ensuite en prolongation? Mais tu vois, l'action, pour le coup, je l'ai, mais encore une fois, ça fait partie des trucs où là, je vais te donner les joueurs qui, je pense, instinctivement sont sur le terrain par rapport à la logique et la construction de l'effectif, mais j'ai pas en tête les images, tu vois. Mais du coup, je vais quand même tenter, Caleb Martin. Caleb Martin n'est pas sur le terrain, non. Oh là là, la déception. Du coup, vu qu'on est en fin de match, Tyler Hero, est-ce qu'il est blessé face à Milwaukee ou est-ce que c'est après? Il est blessé au match 1, je crois. Donc là, c'est le match 5, il y est plus, ouais. Ok, du coup, je vais tenter le shooter, donc Duncan Robinson. Oui, tout à fait. Bam est forcément sur le terrain. Non, Bam n'est pas sur le terrain. Ah, d'accord, c'est un pari quand même intéressant, mais c'est compliqué quand même. Hein. Du coup, dans les shooters, Kevin Love éventuellement. Non plus, non plus. J'aurais bien tenté, tu vois, mais bon, Kyle Lowry. Oui, Kyle Lowry, la légende, est sur le terrain. Gabe Vincent, du coup, peut-être. Gabe Vincent est sur le terrain, tout à fait. Max Strus. Exactement, l'Autrichien Max Strus est sur le terrain. Il n'est pas du tout autrichien, mais le nom, il fait autrichien. Et là, on a tout, je crois, côté hit. On a tout Miami, ouais. Ok. Côté Bucks, je pense que c'est plus classique. Giannis, évidemment. Oui. Du coup, Holiday. Oui. Middleton. Oui. Là, je suis à 3, du coup, j'imagine. Oui, tout à fait. Lopez. Non, il te reste 2 arrières, du coup. Ouais, du coup, il s'est forcément adapté, j'imagine. C'est pas sûr, hein, Mike Budenholzer s'adapter, c'est pas sûr. Hein. Il y a quand même des limites. Hein. Je veux bien croire qu'il a fait cet effort-là. Grayson Allen. Pas Grayson Allen, non. Est-ce que Pat Connaughton? Exactement, le joueur de baseball Pat Connaughton. Et pour finir... Le dernier, c'était un ancien joueur non drafté, comme Butler de Marquette, d'ailleurs. Alors, je suis très mauvais en basket universitaire, mais je pense que Wes Matthews vient de Marquette. Exactement, c'est Wes Matthews. Wes Matthews, non drafté en 2010 et qui finit comme un des meilleurs 3&D de la décennie, évidemment. Mais, tu vois, mine de rien, c'est peut-être le quiz sur lequel j'ai le plus galéré. Paradoxalement, quoique le premier était assez dur aussi, hein, finalement, sur des 3. Oui, mais voilà. Tu m'as beaucoup aidé quand même pour le premier. Et donc, avant de se quitter, je rappelle les joueurs que nous avons insérés au classement. Donc Kevin Durant, non. Jimmy Butler, 4e. Mais peut-être parce que j'ai envie de le faire passer devant Kevin Durant, je ne sais pas. Butler, 4e. Ali Burton a été inséré autour de la 12e place entre Gobert et Darren Fox. DeAndre Ayton a été mis autour de la 28e place à côté de Al Horford, Miles Turner et Wendell Carter Jr. DeAndre Hunter est plus bas autour de Quentin Grimes, Jeremy Grant et Russell Westbrook. Encore un peu en bas, nous avons aussi Anthony Simmons autour cette fois de la 49e place, 50e place du coup, à côté de Bogdan Bogdanovic. Et donc voilà pour nos 5 joueurs du jour. Eh bien, merci beaucoup Ben d'être venu sur le Basket Lab et sur la Syllab. Merci beaucoup. Écoute, avec grand plaisir. Et puis à l'occasion de se refaire ça éventuellement l'été prochain, du coup. Avec Wembanyama et ton avis où tu auras vu les 82 matchs sur place. Et j'espère tout en haut parce que j'en doute fort, mais on verra bien.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, je peux vous le préciser, on peut se donner rendez-vous sur le Discord si vous avez envie de discuter de tout ça, de nos classements, de nos avis. J'avoue que, a posteriori, toujours un petit décalage entre l'enregistrement et le moment où les podcasts sont publiés, j'avoue que moi-même, ça me donne un peu à réfléchir. Je pense que ce classement vivant pourrait être amené à bouger. Je me demande à quel point, en fait, on n'a pas été un peu gentil avec Jimmy Butler, mais à la limite, on verra avec les prochains intervenants, qu'est-ce que eux ont à dire sur ça. Et puis donc, avec vous aussi, sur le Discord. Mais bref. Et donc, la prochaine fois, c'est pas encore fait, mais il peut toujours y avoir un petit problème technique, donc je veux pas m'avancer. Mais donc, la prochaine fois, on devrait se retrouver pour parler du trade de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks. Donc, soit Damian Lillard, normalement, mais sinon, on continuera notre top 100, puisque la saison arrive, et ce serait bien qu'on ait terminé ce top 100 avant janvier 2024, tout simplement. Mais donc voilà. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Ben, Benjamin, d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.